Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la version longue de la Mangatech. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la version courte et qui souhaiteraient voir une vidéo un peu plus courte que celle-ci, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, le lien est en description. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a eu déjà plus de 600. Le but cette année, c'est de dépasser les 1000 abonnés. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou Instagram, je fais du contenu toutes les semaines. Alors comment va se découper cette version longue de ma Mangatech? En première partie, déjà, on va voir quels mangas sont sortis de ma Mangatech, donc que j'ai vendu ou donné depuis la première vidéo, sachant qu'il y avait des mangas que j'avais dans la première vidéo que j'ai vendu, et des mangas que j'ai achetés entre temps et que j'ai déjà revendus. Donc je vais faire la liste de tous ces mangas, expliquer les raisons de la revente ou du don de ces mangas. Ensuite, on fera une partie où je prendrai le téléphone, je le retournerai et je filmerai les séries une par une en vous faisant un petit résumé de quoi ça parle et en vous donnant mon avis, en donnant une note sur 20 pour que vous puissiez savoir ce que moi j'en pense, encore une fois c'est mon avis, et si ça peut vous aider à vous dire est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter. Voilà, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, ça ne reste que mon avis. J'en parle jamais dans mes vidéos, j'oublie toujours, mais j'ai un compte Rakuten, le lien est en description, donc en gros, si vous avez pour 20 € d'achat, avec mon code, vous avez moins 10 € et vous m'offrez en même temps 10 €. Donc moi, ça peut m'aider pour la chaîne, m'aider à acheter des mangas cette année, donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. On va tout de suite commencer avec la première partie sur les mangas que j'ai revendus ou donnés, c'est parti. On commence avec Murdock Scramble. C'est de la même autrice que Silent Voice et To Your Eternity. Voilà, le tome est sorti en 2022 dans l'édition à 3,95 de Noévé Graphics. Et vous savez un petit peu les problèmes avec cette édition, c'est que parfois on a le début, le premier tome ou les deux premiers tomes, et on n'a plus la suite. Murdock Scramble, c'était un peu le cas, c'est-à-dire que les deuxième et troisième tomes, il n'y avait pas du tout de date de sortie prévue, je pense pas qu'il y en ait toujours actuellement. Et en plus, le premier tome m'avait pas non plus impressionné, quoi, on va dire. J'aime beaucoup le travail de cette autrice, mais Murdock Scramble, ça m'a fait un peu ni chaud ni froid. Donc je me suis dit, autant le donner, pas le vendre parce qu'il coûtait 3,95 €, donc je vais pas le vendre 50 centimes. Donc je l'ai donné quand j'avais vendu une autre série, j'avais mis le tome avec en cadeau. Ensuite, on a Parasite Reversi. J'avais adoré Parasite, que ce soit en anime ou en manga. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre la suite, Parasite Reversi, qui n'est pas par le même auteur, mais on sait jamais, ça peut être bien. Non, franchement, j'ai pas aimé du tout. Je trouve l'histoire assez plate. Le fait qu'il y ait très peu de dialogue dans certains mangas, ça me gêne pas. Mais là, en fait, on a zéro fil conducteur par rapport au manga original, c'est vraiment une pâle copie. Et au bout du 6e ou 7e tome, je me suis dit non, je ne continue pas, ça vaut pas le coup. En tout cas moi, je ne l'ai pas aimé, donc j'ai décidé de le revendre. Ensuite, Togenanki, j'ai été tombé sur un coffret où il y avait les deux premiers tomes et un coffret collector en librairie. Je me suis dit pourquoi pas tester, ça a l'air d'être un shonen sympa. Je l'ai lu, j'ai lu les deux premiers tomes, le troisième, et je me suis dit que c'était pas pour moi. C'est beaucoup trop classique, ça réutilise les codes des shonen neketsu pure souche, mais en étant moins bien. Donc, sachant que j'ai déjà eu ma dose de shonen neketsu, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer avec celui-là, donc je m'en suis séparé. Un autre shonen neketsu, Jujutsu Kaisen. J'ai lu 3 fois en entier la série Jujutsu Kaisen pour essayer de comprendre la hype qu'il y avait et pourquoi moi ça me faisait ni chaud ni froid, ou même il y a des mots où il y a certains tomes où je passais pas forcément un bon moment de lecture parce que trop brouillon parfois, que ce soit dans le dessin ou dans certaines explications. Le fait que l'auteur doit s'expliquer à certains chapitres, à la fin de certains chapitres, parce qu'il a oublié d'expliquer ça ou parce que ça c'est pas clair, moi ça me plaît pas trop. Et au bout du 17e tome, je me suis dit je vais arrêter les frais, c'est pas une série pour moi, donc j'ai préféré la revendre. Et ça m'a fait plus de place dans mon Mangatech, ça m'a permis de racheter d'autres mangas, donc tant mieux. Une série que j'ai revendue mais ça va crever le cœur, c'est To Your Eternity. J'ai adoré l'animé, c'est ça qui m'a fait acheter le manga. Et en fait, il faut savoir qu'au bout du 6e, 7e tome, l'histoire prend un tournant totalement différent, à une époque totalement différente. Et
bah, du coup, j'aime pas du tout comment ça tourne. J'ai continué pendant un moment, puisque j'ai continué jusqu'au 16e ou 17e tome. Et au bout d'un moment, je me suis dit, même si j'ai adoré le début de la série, quand au bout de 10 tomes, bah, j'aime plus, je vais pas continuer, alors que la série continue encore au Japon. Donc malheureusement, j'ai vendu cette série. Ensuite, Ningyo, qui est un one-shot. En fait, j'avais acheté Jizo, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai acheté Ningyo, j'ai beaucoup moins aimé. C'est très fouillis, la couverture est très très belle. Mais le manga en lui-même, le contenu, ne m'a pas plu du tout. Donc je me suis dit que j'allais le revendre et racheter des mangas avec. Un autre shonen, Satan 666. En fait, il y avait une offre où les 2 ou 3 premiers tomes étaient à 3 € le tome. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de tester. C'est le frère de l'auteur de Naruto. Pourquoi pas, ça doit être dans le même style, ça doit être sympa. J'ai lu 8 tomes et j'accrochais pas, je rentrais pas dans l'histoire. J'ai trouvé ça trop classique, trop simple et c'était pas pour moi. Donc j'ai décidé de les revendre aussi et ça m'a permis de faire un petit peu de place, surtout que c'était une série là, qui était rééditée et qui va être jusqu'au 17e ou 18e tome je crois, voire plus. Donc je me suis dit autant acheter un autre manga qui me plaît plus. 2 mangas de l'auteur de Spy Family, The Moon Sword et Tista. C'était des mangas qu'il avait fait bien avant Spy Family. Et je me suis dit bah j'aime bien Spy Family donc je vais tester ce qu'il a fait avant. J'ai testé et ça m'a pas plu du tout. En plus c'était des tomes qui étaient assez chers puisque c'était plus édité, plus commercialisé. Donc en les revendant au même prix auquel je les avais achetés, ça m'a permis aussi de racheter d'autres mangas qui m'ont beaucoup plus plu que ceux-ci. Samurai 8, du même auteur que Naruto, Tadashi Kishimoto. Naruto, c'est une série que j'adore, un de mes shonen préférés. Et malgré les critiques que j'ai pu entendre sur Samurai 8, je me suis dit, bah, autant me faire mon avis. Il y avait un coffret qui était sorti avec les 5 tomes, donc l'intégrale de la série. Et non, en fait, ça se voit que c'est un manga qui a été arrêté de force, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de succès, donc le Jump a décidé de l'arrêter. Et là, la fin est rushée complètement. Le manga en lui-même, je comprends qu'il ait pu ne pas rencontrer le même succès que Naruto, puisque il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de complexité, et on ne sait pas trop où l'auteur va en venir. Donc, après avoir lu les 5e tomes et m'être fait mon propre avis, j'ai décidé de le revendre. Fait l'un pour l'autre, en 5 ou 6 tomes, il me semble. C'était un manga que ma femme avait acheté. On était allé à la librairie à Marseille, à Tsunoku, et j'avais acheté pas mal de mangas, et je lui ai dit, bah, pourquoi pas toi t'acheter une série aussi. Donc elle adore les chats, elle a vu Fait l'un pour l'autre. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Surtout que c'était assez bien noté, que ce soit sur Motijon ou sur Manga News. Et elle a commencé à lire le premier tome, j'ai vu qu'elle mettait beaucoup de temps à le lire. Je me suis dit, bon, je vais essayer de le lire moi aussi. Non, franchement, ça n'avance pas, c'est assez gamin comme histoire. J'ai eu du mal, je pense que c'est pour un public plus jeune qui aime peut-être plus ce genre de manga. En tout cas, c'était pas fait pour moi, c'était pas fait pour elle non plus. Donc, on a décidé d'un commun accord de l'envoi. One Piece, le roman d'Ace. En fait, faut savoir que quand j'ai acheté les 2 tomes du roman d'Ace, je ne savais pas que c'était un roman. Je pensais que c'était un manga sur Ace. Et je me suis dit, bon, bah, super, c'est un de mes personnages préférés dans One Piece. Donc, trop bien, si j'ai un petit spin-off dessus, ça va me régaler. Et j'aurais dû l'ouvrir avant, en fait, et de voir que c'était que du texte. J'ai essayé de le lire tout en sachant que les romans adaptés de manga, en général, c'est pas terrible. Et en effet, au bout de quelques pages, je me suis dit non, c'est pas possible. Je les ai gardés très longtemps dans ma collection. Et puis, j'ai vu récemment que Boichi avait fait une adaptation de ces romans d'Ace en manga avec les images. Et je me suis dit, un jour ça sortira en France. C'était déjà sorti dans les magazines One Piece. Et un jour ça sortira en France en manga. Et c'est le cas, puisque au moment où je tourne cette vidéo, le premier tome est sorti. Et le 2e tome va aussi sortir cette année. Donc je suis très content de les avoir vendus, puisque je préfère largement les avoir en manga qu'en roman. Ensuite, Sakamoto Days, c'est une série phare du Jump aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai essayé d'ailleurs, dès que le premier tome est sorti, je l'ai acheté. J'ai acheté jusqu'au 5e tome. Et au 5e tome, j'ai su que c'était pas pour moi. C'est un gag manga dont les gags étaient sympas au premier et au 2e tome. Et je trouve que ça commence à s'essouffler en fait petit à petit. Donc je me suis dit, 5 tomes, c'est un manga assez connu.
bah, autant les faire gagner. Donc quand j'ai eu 100 abonnés sur Instagram, je les ai fait gagner. Et bah, au moins ça a fait un heureux ou une heureuse. C'était un heureux d'ailleurs. Bah, tant mieux que ce soit quelqu'un qui ait peut-être plus apprécié la série que moi. Mais moi je ne pouvais pas continuer, sachant que je crois que ça est presque à 10 tomes au Japon et c'est pas près d'être fini. Donc il valait mieux s'en séparer au bout du 5e tome que de continuer. Et enfin Golden Guy, j'avais vu pas mal de bons avis sur ce manga de la part d'autres youtubeurs manga, et je me suis dit bah, je vais essayer. J'avais encore jamais acheté de manga chez Mangetsu, donc c'était aussi l'occasion. Et premier tome j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le dessin, l'histoire j'ai bien aimé mais sans plus, et au 2e tome j'ai rien compris. En fait bah, il fallait certainement relire le premier tome pour bien comprendre ce qui se passait et tout lire d'un coup. Mais trop de noms dans tous les sens, trop d'une histoire où on ne sait pas trop où ça mène. C'est très sympa de faire un manga sur les Yakuza, mais pour le coup, même si je pensais que le synopsis allait plus me plaire que ça, bah, ça m'a pas plu, donc j'ai voulu arrêter au 2e tome, je les ai revendus du coup, et bah tant mieux. Et on commence avec Hikaru no Go, c'est un manga donc, de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note, et Yumi Ota. C'est un manga sur le Go, comme ça peut ne pas vendre du rêve, mais c'est très bien. Donc l'histoire, c'est le petit Hikaru qui va découvrir un jeu de Go chez son grand-père, un vieux jeu de Go tout poussiéreux, et en l'ouvrant, un ancêtre, enfin, pas un ancêtre, mais un ancien joueur de Go qui date de plusieurs siècles, va sortir du jeu, donc son esprit va sortir du jeu, et rester avec Hikaru. Et bah, le but de cet esprit, ça va être bah, de jouer au Go, et Hikaru va petit à petit se prendre au jeu aussi, même s'il trouvait ça ringard à la base, et on va suivre donc son évolution sur ce jeu de Go. C'est vraiment très bien dessiné, l'histoire est vraiment prenante, on est sur un très très bon shonen, un petit peu shonen de sport, hein, puisque c'est au même titre que les échecs, c'est considéré comme un sport. Et bah, on se régale du 1er au 20e tome, l'édition est incroyable, l'une des plus belles éditions de ma mangatech. Je vous conseille vraiment de le lire, si vous voulez aller un petit peu plus profond dans les mangas de Takeshi Obata, et dans pas l'apprentissage du jeu de Go, puisque moi après ce manga je sais toujours pas jouer au Go, hein, et je me suis pas forcément intéressé à plus, mais voilà, ça rend ce jeu un petit peu inconnu, très japonais, très intéressant. Donc je vous le conseille absolument, et je pense que je le noterai 17 sur 20, un bon 17 sur 20. On continue avec 20th Century Boys de Naoki Urasawa, en 11 tomes, plus le 12e, le 21st Century Boys. C'est un manga très très bon, qui va vous faire plonger dans la nostalgie d'une certaine époque, des années 80, 90, voire avant, avec énormément de références geeks. Moi, c'est ce que j'ai énormément apprécié dans les premiers tomes. À partir d'un certain moment, on peut se dire que Urasawa il commence à dévier un petit peu de l'histoire, enfin en tout cas partir dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc faut vraiment rester accroché jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui se passe. Moi 20th Century Boys c'est vraiment un manga que je conseille et que je recommande pour découvrir Urasawa. Même si dans l'autre vidéo j'ai peut-être un peu plus conseillé plus tôt puisque c'est celui par lequel j'ai commencé. Mais peut-être qu'en effet 20th Century Boys peut être la bonne porte d'entrée sur Urasawa. Et moi je lui mettrai un bon 15 sur 20. On est sur l'étage Urasawa, donc on continue avec Monster en 9 tomes dans cette très belle édition de luxe. Monster, tout simplement, c'est mon Urasawa préféré. Je le note 17 sur 20, au même titre que Hikaru no Go. C'est une enquête géniale. En fait, c'est l'histoire d'un docteur qui va sauver un enfant. En fait, il doit faire le choix entre sauver le maire de la ville et sauver l'enfant, sauf que tout le monde lui dit de sauver le maire, et bien lui il décide de sauver l'enfant, et sauf que cet enfant va s'avérer être un monstre, un serial killer, et ça pose la question de quelle est la frontière entre le bien et le mal, et je trouve ça d'une philosophie très très intéressante tout au long du manga. On est vraiment dans la tête du fameux docteur Tenma, et ce méchant, donc
Johan Liebert est totalement charismatique, un de mes méchants préférés. Donc vraiment Monster, je le recommande absolument. Et on finit le petit étage de Urasawa, même s'il y en a d'autres un peu plus bas, avec le recueil d'histoires courtes, Hatsum. Ça m'a pas marqué, honnêtement. Il y a même certaines lectures qui m'ont pas forcément plu. Donc je pense que c'est dispensable, franchement. Je pense qu'il y a d'autres œuvres d'Urasawa à découvrir. Celle-là, je me suis dit, ça en est un tome. Bon, n'hésitez pas à la découvrir parce qu'il y en a pas mal dedans. Mais je la noterai 12 sur 20 parce que c'est vraiment pas un recueil qui m'a marqué. Full Metal Alchemist, l'un de mes shonen / seinen préférés. Actuellement, ça va être en 17 tomes dans cette très très belle édition, l'une des plus belles de ma Mangatech aussi. C'est normalement dans la première édition en 27 tomes, c'est celle que j'ai revendu pour celle-ci. Full Metal, ça va parler donc de ces deux frères, Ed et Alphonse, qui au début, dans leur tendre enfance, leur mère va malheureusement tomber malade et mourir, et leur but ça va être de la ramener à la vie avec la chimie, sauf que ramener un humain à la vie, c'est contre nature forcément, et ils vont en payer les pots cassés en perdant un bras et le corps pour Al. Et le but ça va être de retrouver leur corps grâce à la pierre philosophale, et donc on va être plongé dans cette aventure extraordinaire avec des personnages, Mustang que j'adore, ou Scar que j'adore, tous plus charismatiques les uns que les autres. Une histoire vraiment prenante de bout en bout, vraiment Full Metal Alchemist. Si vous l'avez pas vu, déjà regardez l'animé Brotherhood qui est génial, avec des génériques géniaux, avec une animation géniale, et surtout lisez le manga, parce que le manga est absolument incroyable, et il vaut vraiment le détour. Et donc Full Metal Alchemist, je le note bien sûr, un gros 19 sur 20 puisque c'est l'un de mes mangas préférés. On continue avec la Perfect de Neon Genesis Evangelion. C'est un manga qui va nous parler d'une période post-apocalyptique un petit peu, où des robots, des humains dans des robots vont devoir se battre contre des créatures très très puissantes. Alors comme ça, ça va peut-être pas trop durer mon synopsis, hein. Mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. L'édition est très belle, le manga est super prenant, vraiment l'histoire est géniale. Moi qui n'aime pas forcément les mangas sur les robots, celle-ci elle vaut vraiment le détour. Franchement, les 4 tomes, c'était une tuerie, j'ai vraiment hâte de la suite. Il me semble que dans cette Perfect, ça va être en 7 ou 8 tomes. J'ai vraiment hâte de la suite, c'est génial. Et donc Evangelion, ça prend un beau 16 sur 20, à voir comment ça continue et comment ça se finit. Peut-être que ça augmentera, peut-être que ça baissera, mais pour l'instant c'est vraiment un manga que j'apprécie énormément. Ici on a Made in Abyss avec des jolies petites figurines, Nanachi, Riko, Legu, Pushka, et encore Nanachi avec Mitty. Donc Made in Abyss, ça parle de quoi? Made in Abyss, on va être dans un village autour d'une grande abysse, et dans cette abysse, il va y avoir plusieurs niveaux, et en fait plus on descend bas, plus l'abysse a des effets sur notre corps, et on va suivre donc ce personnage de Riko, qui va se rendre compte que sa mère l'attend tout en bas de l'abysse, et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va y descendre. Et elle va y descendre avec qui? Avec Legu, qui est un robot qui n'a plus aucun souvenir de son ancienne vie et qui a été retrouvé au premier ou deuxième niveau de l'abysse par Riko justement, et qui va décider de cacher que c'est une relique de l'abysse parce que les reliques se revendent et valent très cher, et donc elle va continuer son aventure avec Legu. Je vous en dis pas plus, c'est un très très bon manga qui subit une polémique qui est très justifiée sur les dessous de couverture assez contre nature de l'auteur. Je sais pas du tout pourquoi l'éditeur a accepté de mettre ces dessous de couverture ou pourquoi l'auteur a fait ça. Je cautionne pas du tout, mais par contre le manga est exceptionnel, l'animé est exceptionnel, les musiques dans l'animé de Kevin Penkin sont absolument incroyables. Je me les écoute même sans regarder le manga, donc c'est vraiment incroyable. Mais pour cette petite polémique, je vais enlever quelques points à Made in Abyss et je vais lui mettre un 16 sur 20, même si ça mérite plus sans cette polémique. Ici on retrouve les chefs-d'œuvre de Junji Ito en 2 tomes. C'est ces chefs-d'œuvre qui m'ont fait découvrir Junji Ito.
et maintenant c'est un auteur que j'adore. Alors j'ai pas grand chose encore de lui, mais par contre, depuis la dernière vidéo, j'ai chopé l'artbook, et même une petite dédicace à l'intérieur, donc je suis très content. J'ai rencontré Junji Ito, qui en impose honnêtement, et c'était une super rencontre. En tout cas les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'est vraiment une belle porte d'entrée dans le monde de l'horreur que nous offre Junji Ito. Moi je les note tous les deux 16 sur 20, c'était un vrai régal de les lire. Et Soichi, je vais même mettre un 16,5 sur 20, puisque je me suis vraiment régalé avec ce manga. Et petit demi-point bonus pour l'édition, qui est exclusive à la France, et dont je trouve la couverture vraiment belle, avec ce petit bleu, blanc, rouge sur les vêtements de Soichi. Ça fait plaisir, et ça mérite son petit demi-point en plus. La deuxième étagère, en partant du haut, est dominée par One Piece. Et oui, j'ai les 103 tomes sortis actuellement de One Piece, avec tous les databooks, avec quelques mangas sur le film, avec le Wanted, qui sont des histoires courtes que l'auteur a fait avant One Piece, et un tome japonais de One Piece, donc le 104, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui va sortir cette année, en 2023, et qui venait de sortir quand je suis allé au Japon, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. Voilà, c'est accompagné de beaux petits goodies de One Piece, du Shanks, des WCF, des bateaux de la Grand Ship Collection, Luffy, Ace, voilà, et une belle figurine de l'eau également. One Piece, c'est tout simplement le manga qui m'a le plus accompagné dans ma vie, qui m'a inculqué de belles valeurs aussi sur l'amitié, sur le respect, sur l'honnêteté, grâce à ce personnage notamment. Et c'est un manga que j'aime toujours autant actuellement. Actuellement, je suis en train de me refaire tout l'animé avec ma femme qui n'avait jamais vu One Piece jusqu'à présent. Et on fait ça depuis quelques mois, et on en est actuellement à la fin de l'arc des hommes poissons. Donc je pense que ça doit être vers le tome 63 ou 64, quelque chose comme ça. Donc il nous reste quand même encore pas mal de tomes, enfin pas mal d'épisodes surtout, pour être à jour. Mais moi je suis à jour depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, et je lis les chapitres toutes les semaines, et je me régale toujours autant. Bon, je pense que je vais pas vous faire l'affront d'expliquer One Piece, mais c'est donc Luffy qui va décider de devenir le roi des pirates, et donc va se lancer dans une grande aventure en rassemblant avec lui pas mal de compagnons qui l'accompagneront, et il va se frotter à pas mal d'ennemis aussi. Ce monde est régi par les fruits des démons, qui donnent des pouvoirs à leurs détenteurs. Donc Luffy par exemple est un homme élastique, mais par contre les détenteurs de fruits du démon ne peuvent pas nager, donc c'est un petit peu con pour un pirate, mais voilà, ça fait un petit handicap pour ces personnes là. Et en tout cas One Piece, c'est un vrai récit de liberté, une vraie œuvre d'art pour moi du manga, mon shonen préféré tout simplement. Et vive One Piece. Si vous n'avez pas encore lu One Piece, je sais que c'est long, mais lancez-vous, et surtout accrochez-vous, parce que c'est vrai que les premiers arcs peuvent paraître un petit peu old school, mais après ça décolle et c'est génial. Donc lisez One Piece. One Piece pour moi ça vaut bien sûr un beau 19 sur 20. Je continue avec Parasite en 8 tomes, et Néo-Parasite que je ne vais pas forcément noter, c'est un petit one-shot avec des histoires écrites non pas par l'auteur, mais par d'autres mangaka, dont le mangaka Hiro Mashima, qui a notamment fait Fairy Tail, Eden Zero, etc. Mais je vais plutôt noter cette excellente série qui est Parasite. Parasite, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Shinichi, qui est un humain, qui va un jour se réveiller en pleine nuit et voir un parasite qui essaye de monter à sa tête, et donc de le contrôler. Sauf que Shinichi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre un garrot au bras, parce que le parasite va essayer de rentrer par son bras, et donc le parasite va être stoppé et va devoir vivre dans la main de Shinichi. Donc, cette main maintenant elle s'appelle Migi, et on va suivre les aventures de Shinichi et Migi qui vivent une aventure justement par rapport aux parasites, l'impact des parasites sur la société, et c'est super intéressant de voir comment est transformé le monde avec ces extraterrestres qui arrivent et qui sont hostiles aux humains.
mais les humains sont aussi hostiles aux parasites, donc ça pose pas mal de questions, et c'est vraiment très intéressant. L'édition est super belle, je me suis régalé à la relire, et le manga en animé est exceptionnel également, donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à le lire. Parasite, c'est un indispensable, et pour moi ça vaut un beau 18/20. Gannibal, comme nous l'indique un petit peu son titre, ça va parler de cannibalisme. C'est l'histoire d'un policier qui va débarquer dans une ville où il y a des rumeurs quand même que un certain clan, ils aiment bien bouffer des gens. Donc il va mener l'enquête un petit peu pour voir ce qui se passe dans cette ville très étrange. Et on va avoir le droit à un manga très sombre, très bien dessiné. C'est un thriller vraiment haletant. Moi j'ai vraiment adoré. Pour l'instant c'est pas encore fini, ça va être fini en 13 tomes, mais Gannibal c'est vraiment un super thriller d'horreur. Je vous le conseille si vous avez envie de découvrir un petit peu ce genre. Moi j'ai découvert ce genre avec Gannibal et j'ai pas regretté du tout. Aujourd'hui Gannibal, je vais le noter 16/20 et on va voir comment ça finit pour voir si c'est au-dessus ou en dessous. L'attaque des titans, qu'on appelle aussi SNK ou Shingeki no Kyojin. Je pense que c'est le manga qui m'a replongé dans ma collection de mangas. En fait, j'ai commencé ma collection de mangas à l'âge de 12-13 ans, même un petit peu avant, puisque j'avais déjà tous les tomes pastels de Dragon Ball. Mais j'ai redémarré à 12-13 ans, peut-être un petit peu après, avec certains shonen du genre One Piece, Naruto, etc. Et j'ai arrêté pendant un long moment. Et en fait, quand j'ai regardé l'attaque des titans, je me suis replongé à nouveau dans les mangas. Et c'est comme ça que ma passion est redevenue très débordante. Et donc SNK, pour moi, ça a une valeur particulière. C'est un seinen excellent. Enfin, pour moi, la première partie est un shonen, la deuxième partie est un seinen. Et c'est excellent. Ça va nous raconter l'histoire de ce personnage principal, donc Eren, qui vit dans une ville, enfin dans une ville qui est entourée de remparts, pour éviter que des titans envahissent la ville. Et on voit qu'en dehors de ces remparts, justement, y a des titans dans tous les sens. Et les titans, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les humains. C'est bien, on reste dans le thème avec Gannibal. Ils mangent les humains, et donc ils sont très dangereux, très forts. Dans ces remparts, les gens se sentent assez en sécurité. Sauf qu'un jour, il y a un titan colossal qui va mettre ses mains sur les remparts et qui va détruire les remparts. Et donc, ça montre que les titans, les remparts, ça va pas forcément les empêcher de venir. Et on va suivre ces aventures pendant 34 tomes, avec un développement que j'ai rarement vu d'un personnage comme Eren. C'est absolument incroyable. Et les plot twists, les rebondissements qu'on voit dans ce manga, c'est juste sensationnel. Donc lisez Attaque des Titans, regardez l'anime qui est aussi très bon. C'est un seinen à avoir absolument dans sa collection. Et là, on a des hors-séries, donc Birth of Levi, qui sont 2 tomes sur Levi. Moi j'ai beaucoup aimé, autant les spin-offs d'habitude c'est un peu raté, autant celui-là est très bien. Et Lost Girls, qui est très bien aussi, moins bien que Birth of Levi, mais qui vaut le coup quand même si vous aimez SNK. Donc le premier tome va se concentrer sur Annie, et le deuxième tome va se concentrer sur Mikasa. Voilà, je trouve que c'est des bons spin-offs pour le coup. Si vous aimez bien SNK, c'est quand même bien de les avoir. Un petit zoom sur Genesis, qui est actuellement en 5 tomes en France. C'est un manga de Kujimori, donc c'est l'auteur qui a repris le travail de Berserk après la mort de Kentaro Miura, donc c'est lui qui supervise les équipes actuellement. Genesis, ça va nous parler d'étudiants en histoire qui vont aller explorer une petite grotte, et en fait en explorant cette petite grotte, ils vont se retrouver plongés dans la préhistoire. Donc on va suivre l'aventure de ce personnage et de ses compagnons, mais plus de lui, dans la préhistoire, avec les rencontres des hommes préhistoriques et des femmes préhistoriques, comment discuter avec des gens qui ne parlent pas du tout le même langage, qui n'ont pas du tout la même culture, qui ne sont pas aussi développés que nous aujourd'hui, enfin qu'ils sont différemment. Et c'est super intéressant, de tome en tome. Au premier on se dit bon c'est sympa, au deuxième on se dit oh c'est très sympa, et puis à partir du troisième on se dit que c'est vraiment un manga qui a l'allure pour devenir l'un des mangas importants de cette décennie pour moi, l'un des seinen phares en tout cas, parce que je pense qu'il n'a pas forcément le bruit qu'il mérite. Lisez Genesis. Moi c'est un manga que j'adore et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Aujourd'hui Genesis, je vais le noter 16/20.
On a enlevé les SNK et derrière, il y a encore une rangée. Alors je suis pas très fan de ce système-là, mais quand on veut acheter trop de mangas, au bout d'un moment, on est obligé de faire des doubles rangées. Et ça cache des mangas qu'on aime bien derrière. Et on commence par les Makoto Shinkai avec Les Enfants du Temps. Alors il faut savoir que Les Enfants du Temps, Your Name et Elle et son chat, ce sont des films d'animation à la base faits par Makoto Shinkai du coup, et qui ont été adaptés par d'autres auteurs, notamment sur le dessin en manga, du coup, après la sortie des films d'animation. Et vu que je suis très fan des œuvres de Makoto Shinkai en général, j'ai voulu les acheter en manga. Donc tout d'abord Les Enfants du Temps, donc ça va nous parler d'une fille soleil, donc un jeune étudiant va être à la recherche de cette fille soleil pour faire arrêter les pluies incessantes à Tokyo. C'est une très très belle histoire. Your Name, c'est l'histoire de deux adolescents, donc un garçon et une fille. L'une vit dans la campagne et l'autre vit à Tokyo, donc dans la grande ville. Et le temps d'un rêve, le temps d'une nuit, de plusieurs nuits même, ils vont échanger leur corps. Donc l'un va se retrouver dans le corps de la fille à la campagne et l'une va se retrouver dans le corps du garçon à la ville. Et c'est le début d'une très belle histoire. Et Elle et son chat, c'est un récit plus pépère, on va dire, d'une femme avec son chat, tout simplement. Donc pour Les Enfants du Temps, pour le manga, je lui mettrai un 15/20. Pour Your Name, je mettrai plus un 16/20, et pour Elle et son chat, c'est assez oubliable, donc je mettrai un 12/20. Erase, ça va nous raconter l'histoire d'un mec un petit peu paumé, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, et qui a un don par contre, c'est-à-dire que dès qu'un incident se produit, il peut retourner quelques minutes ou quelques secondes en arrière pour essayer d'empêcher cet incident. Donc ce qui fait de sa vie un petit caractère quand même exceptionnel. Et puis un jour, il y a un incident qui se produit, et là il va se retrouver projeté dans son passé, dans son enfance, pour faire sauver quelque chose d'encore plus grand, c'est-à-dire une fille dont le destin a été tragique, qui a disparu lorsque lui était enfant, et donc il va essayer d'empêcher tout ça. Et c'est un manga formidable, qui est très très réussi, parce que les mangas sur le voyage dans le temps, c'est pas toujours réussi, et celui-là vraiment, les dessins sont très très beaux, l'histoire est très belle, et je vous conseille Erase si vous l'avez jamais lu, c'est un indispensable, auquel je vais mettre un petit 17/20. Et voici un autre Urasawa, qui a été séparé du reste, parce que c'est pas le même format. C'est un Urasawa qui reprend les codes d'un manga très célèbre de Osamu Tezuka, qui est Astro Boy, mais qui va se concentrer sur le personnage de l'inspecteur Gesicht, qui est un personnage assez secondaire dans Astro Boy. Alors j'ai pas lu Astro Boy, mais je sais que c'est un personnage plutôt secondaire dans Astro Boy, et on va transformer en fait Astro Boy en un manga de Urasawa, puisque on va être sur une enquête sur des robots, sur une histoire palpitante du tome 1 au tome 8. Moi c'est comme ça que j'ai découvert Urasawa, et c'est comme ça que j'aime Urasawa, donc plutôt c'est aussi un indispensable si vous aimez cet auteur là, et moi je lui mets un beau 16/20. Silent Voice, ça va nous parler de Shoko, une élève qui est sourde, et qui va subir les brimades de ses camarades d'école, et notamment du petit Shoyo, qui la prend pour sa souffre-douleur. Mais elle est tellement gentille que dans l'histoire, elle ne le déteste pas, elle essaye de nouer les contacts avec lui justement, et on va suivre en fait le développement de cette relation du tome 1 au tome 7 qui évolue grandement entre ces deux personnages, où au début l'un persécute l'autre, et puis petit à petit on va voir comment lui évolue dans la vie, et comment il en revient à regretter en fait ce qu'il a fait pendant son adolescence, pendant son enfance. Et c'est un manga génial sur le handicap, vraiment c'est l'un de mes mangas préférés je pense. C'est à lire ou à voir, puisque l'anime est très très bien aussi, et c'est comme ça que je l'ai découvert, mais Silent Voice c'est clairement un incontournable. Moi aujourd'hui, je le mettrais 17/20 sans hésiter. On passe à Blue Period, qui est un manga sur l'art. En fait, on va suivre le quotidien d'un élève qui, à la base, n'est pas forcément intéressé par l'art, puis il va s'intéresser à des cours d'art plastique, à des œuvres d'art surtout, et il va vouloir totalement changer son orientation et se diriger vers une école d'art, notamment la plus célèbre du Japon,
et on va suivre comment il va évoluer, comment il va façonner son art. Et on voit son évolution en fait du tome 1 au tome 12 qui est assez lente, hein. C'est pas un manga qui va très très rapidement, mais par contre c'est un manga très contemplatif. Pour ceux qui aiment l'art, je pense que c'est un manga à lire, mais pour ceux qui n'aiment pas forcément l'art, alors moi j'aime bien, mais sans plus, je pense que c'est un manga à lire aussi, parce que ça va nous dépeindre, et c'est le cas de le dire, comment se passe la vie d'étudiant en art, et notamment au Japon, où je pense que, comme pas mal d'écoles, on est dans un rythme un peu plus effréné, et c'est très intéressant pour ça. Moi j'ai beaucoup aimé Blue Period, je lui mettrai un 15 sur 20. Comet Girl, en 2 tomes, c'est l'histoire d'une fille, donc une Comet Girl, qui est pourchassée par des ennemis un petit peu du genre Ghibli, Château dans le ciel, et un garçon qui, lui, travaille dans l'espace, et va commencer à s'éprendre de cette fille, et être le seul à ne pas la rejeter. Et on va suivre justement l'histoire de ces 2 personnages, et aussi des méchants qui ont leur importance, des antagonistes. Et leur évolution dans ce récit. Moi j'ai beaucoup aimé, les couvertures peuvent paraître un petit peu rebutantes comme ça, mais c'est un manga tout en couleur pour le coup, toutes les pages sont des pages couleurs, et je trouve que même malgré son style old school, moi je suis pas très très fan du style old school, il se lit très bien, et c'est un très bon manga sur l'espace. Moi je vous le conseille, je le noterai aussi 15 sur 20. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une mangatech en se passant de Berserk ? Je ne sais pas. Alors tout dépend de votre âge bien sûr, parce que c'est pas un manga pour tous les âges, mais Berserk c'est une œuvre majeure du manga. J'ai décidé de la mettre en valeur d'ailleurs avec cette belle fresque de Grace Cryol 9. Berserk, ça va nous parler de ce personnage là, Guts, qui dès le début du manga on remarque que son ennemi est ce personnage là, Griffiths. Et puis en fait très vite on va retourner dans le passé de ces 2 personnages, comment ils se rencontrent, comment leur relation se crée, et ça va s'appeler le fameux arc de l'âge d'or, qui va durer à peu près des tomes de 3 à 14-15, et qui est bien sûr le meilleur arc du manga, mais le manga est très très bon après aussi. Berserk c'est des dessins incroyables, franchement, je pense que les dessins les plus incroyables que j'ai vus jusqu'à maintenant avec Vagabond, mais vraiment c'est un manga à lire, c'est une petite pépite, voilà, on voit que c'est l'œuvre d'une vie de Kentaro Miura, et c'est très très beau, très très bien, et l'histoire est incroyable. Je vous conseille fortement Berserk, pour moi ça vaut un 18 sur 20. Ici on a petit guidebook de Berserk, donc je vais pas forcément faire de commentaires là-dessus. Donc Japan, ça va nous parler d'un mec qui va en Espagne et qui est tout à coup téléporté dans un futur qui est un monde de désolation. C'est très bien, moi j'ai beaucoup aimé Japan, et de très beaux dessins bien sûr. Gigantomachia, là ça va nous parler Gigantomachia, ça va nous parler d'un duo qui va défier l'Empire, donc c'est un one-shot, que moi personnellement j'ai pas trop aimé. Autant à Japan je lui mettrais un bon 14 sur 20, autant à Gigantomachia je lui mettrais plus un 12 sur 20, même si les dessins sont toujours ici exceptionnels. Et Duranki, c'est l'œuvre inachevée de Kentaro Miura qui a été reprise par le studio Gaga après sa mort, et qu'il a finalement sorti en manga, un manga inachevé, hein, parce que le manga fait ça, mais il y a la moitié qui sont des explications de la part des studios Gaga. Il y a assez peu de manga au final dans Duranki, mais l'histoire est quand même prometteuse. Moi j'avais quand même bien aimé, donc je lui mettrai un 13 sur 20 puisque c'est inachevé. Et puis Oro et Oroden, c'est 2 mangas qui vont ensemble. Là c'est une collaboration, tout comme Japan, de Kentaro Miura au dessin et Buronson, l'auteur de Hokuto no Ken, au scénario. Là on va être plongé dans l'Empire mongol, donc avec Gengis Khan, un personnage qui va être projeté dans l'âge de Gengis Khan justement, et c'est très très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce manga, et je lui mettrai un 15 sur 20. Encore une très belle fresque de Grace Cryol 9 avec The Promised Neverland, qui est un très bon manga de Kayu Shirai et Posuka Demitsu au dessin.
Ça va nous raconter l'histoire de ces 3 orphelins qui sont dans un orphelinat qui a l'air somme toute assez paisible, avec une bonne ambiance, tout ça. Sauf qu'en fait, ils sont élevés pour être mangés par des démons, voilà. Donc le but, ça va être de s'échapper, et ça va être un peu le récit de la première partie du manga, qui est vraiment très bon. L'animé, pour le coup, la saison 1 est très bonne aussi. La saison 2 est une catastrophe, puisqu'elle dévie totalement du manga. Elle saute les étapes les plus importantes du manga, les moments les plus cultes pour moi du manga. Donc ne regardez pas l'animé, mais lisez le manga parce qu'il est très bon, c'est en 20 tomes, et c'est absolument inratable. Et à côté, on a un petit recueil d'histoires courtes. En fait, il faut savoir que Kayu Shirai, elle a mis du temps, pardon, c'est une femme aussi, à trouver une dessinatrice, c'est-à-dire qu'elle avait plein d'idées, plein de scénarios, mais personne pour les dessiner. Donc après le succès de Promised Neverland, et après avoir trouvé Posuka Demitsu, qui était sa dessinatrice pour Promised Neverland, elle a fait dessiner du coup tous ses scénarios à Posuka Demitsu pour faire ce recueil d'histoires courtes, qui est vraiment très très bon, franchement l'un des meilleurs recueils d'histoires courtes que j'ai lu. Donc je vous le conseille, si vous avez aimé The Promised Neverland, c'est à avoir. Et pour le coup, Miroir, c'est un peu plus dispensable. Ça va être plus sur le monde de la mode. Alors le manga en lui-même, l'édition est très belle. Mais le manga en lui-même, ça va être sur Chanel, il me semble. Hein. Ouais, c'est assez court et c'est pas incroyable. Donc pour The Promised Neverland, je vais mettre un 17 sur 20. Pour le recueil d'histoires courtes, je vais mettre un 16 sur 20, et pour Miroir, on va mettre un 13 sur 20. Incontestablement, l'un des meilleurs shonen de ces dernières années, My Hero Academia. Alors pour moi, My Hero Academia, en fait, au début, on est dans un bon shonen, qui fait bien le taf, voilà. Sur les super-héros, ce qu'on n'a pas forcément vu beaucoup, puisque c'est plus un thème à la Marvel, plus un thème américain de comics, et pas trop de manga. Donc assez original pour le coup, mais voilà, on est dans un bon shonen qui est bon, et puis à partir d'un moment du manga, en fait, on dévie totalement, et on est dans un shonen totalement incroyable, qui casse tous les codes, et qui propose quelque chose qu'on n'a vraiment jamais vu, et pour moi, ça le fait se placer au niveau des plus grands shonen qui existent, parce que My Hero Academia, vraiment, c'est du régal de la moitié du manga jusqu'où j'en suis actuellement, donc au tome 34, oui, 34, voilà, je pense que ça va être en une quarantaine de tomes au final, c'est exceptionnel, vraiment, un shonen à lire, My Hero Academia, c'est une tuerie. Et pour moi, je vais lui mettre un bon 17 sur 20 aussi. S'il ne pouvait rester qu'une seule tranche de vie, Slice of Life, ce serait celle-ci, ce serait Space Brothers. Space Brothers, actuellement, c'est en 41 tomes. Ça va nous parler de 2 frères qui ont toujours rêvé d'aller dans l'espace. Et au début du manga, on va voir que l'un, Ibito, a réussi à y aller, sans problème, c'est le plus jeune des deux. Et Muta, lui, vient de se faire virer de son taf. N'est pas du tout dans le cursus pour être un astronaute, il est ingénieur par contre, mais pas du tout dans la NASA ou dans la JAXA, qui est la branche japonaise de l'exploration de l'espace. Et donc ça va commencer comme ça, où Muta, lui, va se remettre en question totalement, et il va se dire, mon frère, et lui, il est sur la Lune là actuellement, et moi, qu'est-ce que je fous de ma vie? Est-ce qu'il faudrait pas faire quelque chose? Et le but, ça va être qu'il fasse quelque chose, et qu'il fasse quelque chose pour réaliser son rêve, qui est lui aussi d'aller sur la Lune, d'aller dans l'espace. Et on va suivre un petit peu comment ça se passe pour lui, comment il va arriver justement à devenir astronaute. Et voilà, Space Brothers, c'est une dinguerie, une tuerie. Vraiment, c'est un manga où on s'ennuie jamais. C'est actuellement en 41 tomes. Je pense que si la série faisait 120 tomes, ça me gênerait pas du tout, parce que vraiment je me suis sifflé les 41 tomes en très peu de temps, et j'ai adoré, et je vous le conseille absolument. C'est pas forcément un manga qui a le succès escompté, mais c'est juste une tuerie. Vraiment, lisez Space Brothers.
laissez-vous conquérir par Space Brothers parce que vous le regretterez pas. Je pense pas que beaucoup de monde qui ait commencé Space Brothers l'ait regretté. Je pense que tout le monde a été conquis dès qu'ils ont lu les premiers tomes de ce manga, donc vraiment foncez, en fermant les yeux, aucun souci, Space Brothers, ça vaut un 19 sur 20, c'est exceptionnel. On continue avec One Punch Man. One Punch Man, c'est un seinen, je pense que c'est plus un seinen qu'un shonen, qui va nous parler de ce personnage, hop, Saitama. Saitama, il a suivi un entraînement personnel, qui paraît pas grandiose comme ça, je vous en dis pas plus, mais qui déjà lui a fait perdre ses cheveux, donc on a un petit point commun, lui et moi. Sauf que moi j'ai pas fait le même entraînement que lui, ils sont tombés comme ça. Donc depuis qu'il a fait cet entraînement, il est devenu invincible, c'est-à-dire qu'il défonce tous ses ennemis en un coup de poing, donc One Punch Man. Faut savoir que One Punch Man à la base c'était une œuvre de One, c'est toujours une œuvre de One, mais c'est lui qui dessinait aussi, et c'était un peu moins réussi parce que c'est pas un grand dessinateur, mais en fait il s'est allié ensuite avec Yusuke Murata au dessin, qui est notamment le dessinateur de Ice Shield 21, et qui est un très bon dessinateur. Donc en fait One Punch Man ça fait partie des meilleurs dessins aujourd'hui qui existent dans le manga, et c'est incroyable, franchement il y a des planches vraiment incroyables, et on garde quand même cette patte de One avec certaines fois la tête de Saitama et même d'autres personnages qui sont dessinés d'une manière assez simpliste, et j'adore, franchement j'adore ce manga, j'adore le développement de certains personnages, j'adore le fait que Saitama il soit même pas considéré à sa juste valeur, c'est-à-dire comme l'homme le plus fort du monde, tout le monde s'en fout un petit peu, et c'est ça qui est bien. Et voilà, One Punch Man c'est vraiment un manga à avoir, un seinen / shonen à avoir. Moi je lui mets un bon 16 sur 20. Ici on a un petit coin Takeshi Obata, avec ses premiers, les premiers qui ont été faits avec Tsugumi Ohba. Donc Death Note, qui est un classique de chez classique, avec 13 tomes plus le tome de Short Stories. Donc Death Note, ça va nous parler de Light Yagami, qui trouve le Death Note, et dans ce Death Note, en fait, quand il marque le nom d'une personne, cette personne meurt d'une crise cardiaque. Il peut aussi choisir la mort de la personne, choisir l'heure de la mort de la personne, mais pour pouvoir tuer cette personne, il faut qu'il l'ait vue. Donc ça va être le récit de ce personnage et de sa quête au début d'éliminer tous les méchants, tous les bandits, mais ça va un petit peu déraper, et on va avoir un enquêteur, elle, qui va essayer de débusquer justement qui est Kira, donc le pseudonyme de celui qui tue tous ces gens, donc Light Yagami. Et Death Note, pour moi, ça vaut un bon 17 sur 20. L'animé est génial, le manga est génial, il n'y a rien à dire. Une autre œuvre de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, c'est Platinum End, qui est souvent comparé à Death Note. Et c'est dommage parce que forcément c'est moins bien que Death Note quand on les compare, mais en fait ça a son style à part, Platinum End. Moi j'ai essayé de le lire en me disant pas que c'était le même dessinateur et le même scénariste que pour Death Note, et franchement c'est un bon manga. Moi j'ai beaucoup aimé du début à la fin, les dessins sont incroyables, l'histoire est vraiment très bien dans une bonne partie du manga en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est assez original pour le coup, et c'est assez prenant. Moi je lui mettrais un bon 14 sur 20. Un indispensable si vous voulez savoir comment se passe le monde de la publication et de l'édition du manga au Japon, c'est Bakuman. Bakuman, on va suivre donc l'histoire de deux personnes, donc on est un petit peu dans un manga autobiographique de Obata et Ohba, puisque l'un est scénariste et l'un est dessinateur, et on va suivre justement comment leur quête de faire le manga le plus populaire de tous les temps, dans ce qui est un petit peu le Jump, et c'est très très intéressant. Faut avoir le temps puisque c'est un manga où il y a beaucoup de texte, mais franchement ça vaut le coup, ça vaut le détour. Bakuman, c'est pour moi un de mes coups de cœur de l'année dernière, puisque je l'ai découvert que l'année dernière, et je lui mettrai un bon 16 sur 20. Et on finit avec All You Need Is Kill, qui est bien de Takeshi Obata mais pas de Tsugumi Ohba.
Ça a inspiré le film Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Alors je n'ai pas vu le film, mais par contre j'ai adoré le manga. Franchement c'est en 2 tomes, ça se lit très très bien. L'histoire est top franchement. Et je vous le conseille. Je vous le conseille si vous avez déjà lu d'autres Takeshi Obata ou pas d'ailleurs. Voilà, en 2 tomes ça se lit très bien, vraiment. Donc All You Need Is Kill, je lui mettrai un bon 15 sur 20. Ma petite étagère chill, détente, poésie, liberté. On commence par Escala Yokohama, qui a été l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. Escala Yokohama, ça va nous parler d'Alpha, ce petit personnage qui est en fait un robot et qui tient un café non loin de Yokohama justement, et va accueillir des gens. On est dans un monde post-apocalyptique, mais où c'est pas non plus la fin du monde. Il y a beaucoup moins de personnes, donc ce qui fait que son café est assez déserté. Mais les quelques rencontres qu'elle fait vont être vraiment plaisantes. Et surtout, on va la voir se balader en fait, on va la voir en prise de liberté, se balader avec son petit scooter, faire des petites balades, des petites escales à Yokohama. Voilà, c'est juste un petit manga de poésie, un petit manga de liberté. Je pense que jamais un manga ne m'a procuré ce sentiment, autant de sentiments de liberté, autant de sentiments de relaxation. En fait, quand je lis Escala Yokohama, j'ai juste envie de m'évader, je débranche le cerveau et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ça peut être un petit peu déconcertant pour les gens qui ont l'habitude de lire des mangas d'action, puisqu'il n'y a pas d'action. Dans Escala Yokohama, c'est un rythme plutôt lent. Les chapitres ne se suivent pas forcément. Il y a quand même une petite ligne directrice, mais c'est pas grand-chose. Mais par contre, c'est un manga à lire pour moi si vous avez envie de vous évader un petit peu. Et pour moi, Escala Yokohama, ça vaut un 18 sur 20. Encore un manga un petit peu sur le temps qui passe, puisqu'on va suivre cet elfe, donc Frieren, qui vit des milliers d'années, et qui va se rendre compte en fait que sa vie, pour elle, 100 ans c'est pas grand chose, mais pour les humains en fait 100 ans c'est toute une vie. Et en fait on commence le manga par Frieren qui vient de finir une quête pour détruire le roi des démons avec d'autres humains. Et au final, bon, ça dure 15 ans, il me semble, leur petite quête. Et elle leur dit, bon, on se retrouve dans 20 ans, 30 ans. Et ils se retrouvent, sauf que eux, elle a pas pris une ride, et eux, ils ont beaucoup vieilli. Et elle va aller les retrouver de temps en temps. Et sauf que le temps passe, et pas tout le monde survit, forcément. Et elle va se rendre compte que, en fait, pas tout le monde n'a la même notion du temps. Donc on va se diriger petit à petit dans cette histoire d'une réflexion sur le temps à une belle aventure, en fait, qui va venir progressivement. On s'attend peut-être au début à un manga très contemplatif, très justement axé sur le temps, et finalement petit à petit on se redirige vers un shonen assez classique, mais c'est pas du tout déplaisant. Vraiment les dessins sont très jolis, le personnage de Frieren est très attachant, elle se fait aussi des compagnons après qui sont très attachants eux aussi, donc vraiment un très bon manga, pour moi ça vaut un 16 sur 20. Ensuite, Isabella Bird, femme exploratrice. Ça va nous conter l'histoire de Isabella Bird qui a vraiment existé, qui était vraiment une exploratrice et qui est vraiment allée au Japon. Et en fait, on va suivre justement son trip au Japon, dans un Japon qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le Japon tel qu'il était avant de subir un petit peu l'occidentalisation et de s'ouvrir au monde. Donc le Japon plutôt du 19e siècle. Et c'est super intéressant parce qu'on voit à la fois les traditions des Japonais, les vieilles traditions, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'éducation, au niveau de l'agriculture, au niveau de plein de choses. Et en fait Isabella Bird, c'est un personnage très touchant parce que elle va être à chaque fois impressionnée de voir toutes ces traditions et vraiment passionnée par les Japonais en général. Et elle va être accompagnée pendant son périple par un guide qui va donc la guider à travers le Japon, et c'est super quoi, c'est vraiment une super histoire, c'est vraiment super prenant avec des dessins magnifiques, des planches magnifiques. Isabella Bird, c'est vraiment un manga à voir si vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce Japon justement, mais pas d'une manière très complexe, c'est-à-dire que on le voit avec les yeux d'Isabella Bird, donc c'est toujours très
pétillant en fait. Voilà, c'est un personnage pétillant et c'est un vrai plaisir de lire ce manga. Moi, il m'a accompagné pendant une certaine période l'année dernière et ça a été un vrai plaisir de pouvoir lire ce manga. Je me le suis fait d'une traite, les 9 tomes. Je crois que le rythme de parution est assez lent, mais en tout cas c'est vraiment absolument incroyable. Je le note un bon 17 sur 20. Pour rester dans des dessins toujours plus somptueux, on continue avec l'Atelier des Sorciers, et aussi un rythme de parution très lent. L'Atelier des Sorciers, puisqu'il en sort à peu près un par an. L'Atelier des Sorciers, ça va nous raconter l'histoire de Coco, qui à la base n'est pas du tout une sorcière, mais qui va rencontrer quelqu'un qui va lui donner un livre de sorts interdits, et en faisant ce sort interdit, elle va se faire élevée, enfin en fait elle va se faire emmener par ce personnage-là, qui va la guider à travers la sorcellerie, mais la sorcellerie pas interdite, et donc va l'amener dans l'atelier des sorciers. Et là elle va suivre des leçons de sorcellerie, et c'est super prenant comme récit. C'est pas forcément une histoire qui avance très très vite, mais c'est super plaisant en fait. Bon, les dessins sont d'une qualité indéniable, hein. Et les personnages sont très très attachants, tous attachants, que ce soit les personnages principaux et les personnages secondaires. Et moi c'est quelque chose qui me touche vraiment quand le développement des personnages est au centre du manga. Bah, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'est le cas pour l'Atelier des Sorciers, donc tant mieux. Je vous le conseille vraiment, c'est en 10 tomes actuellement. Je sais pas quand est-ce que ce sera fini, je crois que c'est en 11 tomes peut-être au Japon actuellement, c'est toujours en cours. Mais voilà, une très très belle histoire que je vais noter 17 sur 20. Et on termine cet étage avec un manga qui n'est pas du tout dans le thème du reste de l'étage, c'est le Bateau de Thésée. C'est un thriller, aussi avec du voyage dans le temps. C'est vraiment très prenant, les 10 tomes se lisent à une vitesse pas possible puisqu'il y a assez peu de texte, ça se lit très très bien. Vraiment, si vous voulez commencer un thriller, si vous vous intéressez aux thrillers dans les mangas, prenez le Bateau de Thésée, lisez le Bateau de Thésée, vous ne le regretterez pas. Ça va être l'histoire d'un jeune homme qui va vouloir en savoir un peu plus sur ce qui a fait que son père est en prison actuellement, et qu'il est très mal considéré actuellement dans la société, qu'il soit obligé de changer de nom, etc. Vraiment super prenant, super touchant. Le Bateau de Thésée, c'est une œuvre à lire, vraiment une œuvre à lire, et je lui mets un bon 16 sur 20. On continue avec Pokémon La Grande Aventure, donc ça va nous retracer un peu l'histoire des jeux rouge, bleu et jaune. Il faut savoir que ça a été fait après les jeux, bien sûr. Et moi j'étais assez nostalgique, puisque Pokémon, ça a accompagné une grande partie de mon enfance, ça m'accompagne toujours, puisque je fais toujours les jeux qui sortent sur Switch, même si le dernier Écarlate Violet est vraiment pas terrible. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais avoir dans ma collection. C'est un manga à la base pour les enfants, que je me suis bien amusé à lire. Ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais je lui mettrai un petit 13 sur 20, c'était très sympathique comme lecture. Et ensuite, Bright Stories, là on est sur un manga qui méritait d'appartenir à l'étage que je vous ai présenté tout à l'heure, un petit peu chill, un petit peu liberté, mais il n'y avait pas assez de place. Mais voilà, Bright Stories, c'est l'un de mes coups de cœur, si ce n'est dans mon top 3 des coups de cœur de 2022. On va suivre plusieurs personnages, en fait, plusieurs aventures dans l'Asie centrale. Il faut savoir que l'autrice Kaoru Mori est une grande fan de l'Asie centrale, ce qui est assez original quand même. Elle a voyagé plusieurs fois en Asie centrale, elle nous le raconte dans certaines postfaces du manga. Et Bright Stories, c'est du dessin d'une qualité, d'un détail absolument fou. Vraiment, c'est absolument fou. J'ai eu la chance en plus d'aller voir une expo au Japon, à Kyoto, dans le musée du manga, sur Bright Stories, et c'est ce qui m'a encore plus motivé à acheter le manga. Actuellement, c'est en 13 tomes, on voyait mal avec Nido King qui cache un petit peu, et c'est un manga absolument somptueux sur justement les différentes ethnies qu'il peut y avoir en Asie centrale, qui pouvait y avoir à une certaine époque. Et franchement, lisez Bright Stories, c'est un incontournable, c'est d'une qualité, voilà, il n'y a pas de mots, vraiment c'est indescriptible. Vraiment, Bright Stories, pour moi je le note
entre 18 et 19 sur 20, je dirais 18 sur 20. On continue avec Demon Slayer, qui est l'un des shonen qui m'a fait aussi reprendre ma collection avec l'attaque des titans, qui est plus un seinen. Demon Slayer, c'est en 23 tomes. C'est terminé. L'animé est l'un des meilleurs animés des dernières années, je pense, en termes de beauté, de qualité, puisque les dessins du manga sont quand même un petit peu en dessous des dessins de l'animé. Mais moi, j'adore l'histoire de ce manga. Je sais que l'accueil est assez mitigé à chaque fois qu'on parle de Demon Slayer. Mais pour moi, c'est un manga où je me suis régalé dans sa lecture comme dans le fait de regarder l'animé. Ça va nous parler en fait de Tanjiro et de sa famille qui dès le début du manga en fait se fait attaquer par des démons, et en fait sa petite sœur Nezuko va devenir elle-même un démon, mais un démon assez spécial puisque c'est pas un démon hostile grâce certainement à Tanjiro, et Tanjiro va faire la rencontre d'un autre personnage qui est pourfendeur de démons, qui est donc Demon Slayer, et donc on va suivre justement son développement en tant que Demon Slayer avec d'autres personnages qui vont l'accompagner. On va les voir lors d'un examen de Demon Slayer, et on va suivre ces 4 personnages là lutter contre le méchant de Demon Slayer, celui-ci. Donc Demon Slayer, pour moi, ça vaut un bon 17 sur 20, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire. La fin, peut-être un tout petit peu en dessous du reste de l'histoire, mais franchement, pour moi, c'est un manga qui est très bien réussi, qui a su, contrairement à d'autres shonen, s'arrêter au bon moment. C'est-à-dire que 23 tomes, je trouve que c'est une bonne durée. On n'a pas le temps de se lasser du manga, et c'est très bien. C'est très bien parfois de s'arrêter à une vingtaine de tomes, je trouve ça top. Ici, on a un petit coin Masasumi Kakizaki, avec tout d'abord Rainbow, qui n'est pas la série par laquelle j'ai commencé Masasumi Kakizaki, c'est plutôt Bestirius. Rainbow, ça va nous raconter l'histoire de 7 jeunes gens qui se retrouvent en prison pour différentes raisons, et qui vont tenter de s'échapper, qui vont lier des liens très forts entre eux, et on va suivre justement leurs aventures. Ce qui est bien, c'est que tous les personnages, absolument tous les personnages, les 7 personnages, sont super bien développés tout au long du manga, et ça j'adore. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'adore le développement des personnages, et pour moi Rainbow c'est vraiment l'exemple de comment développer ces personnages au mieux. Voilà. On a des dessins absolument somptueux de Masasumi Kakizaki, avec un scénariste qui a la particularité d'être assez âgé, contrairement à plusieurs autres mangas, et c'est son seul manga à succès, en tout cas pour George Abbé, et c'est un vrai régal en fait au niveau de sa narration, c'est super original, et j'ai vraiment adoré Rainbow. Donc si vous voulez commencer du Masasumi Kakizaki, si vous voulez vous habituer à ces dessins qui sont vraiment exceptionnels, lisez Rainbow, c'est un incontournable. Et donc Rainbow, je lui donne un 18 sur 20. Comme je disais, Bestirius, c'est le premier manga de Masasumi Kakizaki que j'ai lu. C'est pas forcément son meilleur manga, puisqu'il y a des irrégularités dans le manga, mais pour moi c'est aussi à voir si vous avez aimé Kakizaki, ou si vous voulez commencer Kakizaki. C'est assez accessible pour le coup, les dessins sont somptueux bien sûr, hein. Ça va se passer à l'époque des gladiateurs, donc c'est assez intéressant si vous aimez cette partie de l'histoire, et on va suivre plusieurs récits, plusieurs histoires, plusieurs personnages, et c'est vraiment bien à ce niveau-là, sauf que contrairement à Rainbow, je trouve que certains personnages dans Bestirius ne sont pas assez développés, ils sont un petit peu abandonnés, et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon le manga en lui-même est très cool, donc je lui mettrai un 15 sur 20. On continue avec le petit one-shot de Masasumi Kakizaki, un petit one-shot d'horreur qui s'appelle Hideout, et qui va nous conter l'histoire d'un mec qui avait tout pour réussir, et qui finalement se retrouve dans une période très sombre, et qui se retrouve à vouloir tuer sa femme. Ça c'est pas très gentil. Et on va suivre justement ce manga très très sombre, et ce premier manga d'horreur, ce seul manga d'horreur d'ailleurs de Masasumi Kakizaki, et il réussit très bien son adaptation à l'horreur. Moi j'ai adoré Hideout, je lui mettrai un 17 sur 20, c'est vraiment l'un de mes one-shots préférés aujourd'hui. Et Green Blood, ça va nous raconter l'histoire de 2 frères qui sont dans un Manhattan de la fin du 19e siècle,
dans vraiment la partie la plus pauvre de Manhattan, et qui vont tenter de survivre avec ce qu'ils ont. Et on va se rendre compte que l'un des frères fait certaines choses pour survivre à l'insu de son autre frère. Et c'est très prenant comme récit, et c'est du premier au 5e tome, on se régale. Donc pour moi, Green Blood, ça vaut un beau 16 sur 20. Par ici, on a l'intégrale de Gun, hop, en 9 tomes, hop, dans son coffret. Gun, c'est un manga classique, hein, c'est un des classiques, qui va nous parler de ce personnage, Gali, qui va être retrouvé dans une décharge et qui va être reformé, donc c'est un robot, hein, qui va être reformé par un scientifique, et à qui va arriver toutes sortes de choses, toutes sortes d'aventures, et on va suivre justement ces aventures. C'est super intéressant, super bien dessiné, c'est dans un univers un petit peu cyberpunk, et pour moi qui suis pas forcément fan de ce genre d'univers, de ce genre de science-fiction un petit peu à la Blade Runner, même si j'ai bien aimé Blade Runner, et ben pour le coup c'est très très bien réussi, et je pense que c'est un manga à lire pour au moins sa culture, qui peut paraître des fois un petit peu surcoté parce que beaucoup le placent parmi leurs favoris, mais pour moi c'est pas forcément surcoté. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai commencé à le lire sur le tard. Franchement c'est vraiment un manga à lire, et je lui donnerai un bon 15 sur 20. Et on finit cet étage avec Dreamland, la version remaster. J'ai pas forcément beaucoup de recul pour pouvoir le noter, mais en tout cas ces 2 premiers tomes j'ai beaucoup aimé. C'est mon seul manga français de ma mangatech actuellement, et j'ai voulu me lancer dans Dreamland parce que j'apprécie l'effort qui a été fait par Renaud Lemaire de remasteriser son manga, de le redessiner. Je trouve que c'est vraiment top de sa part, et donc j'ai voulu lui laisser une chance à ce manga qui ne m'attirait pas forcément à la base, et franchement j'ai beaucoup apprécié ces 2 premiers tomes. Donc pour l'instant je lui donnerai un 14 sur 20, mais je pense que ça peut augmenter par la suite. C'est un très bon shonen, et vraiment un shonen à la française, pas un shonen à la japonaise, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est son originalité. Hop, on se met à côté de la mangatech avec mon manga préféré, tout simplement, Kingdom, qui est actuellement en 64 tomes. Voilà, moi j'ai acheté toutes les box via Anime Store, c'est un manga de Meian, édité par Meian, pardon, qui est, pour moi, c'est le manga parfait. C'est-à-dire que du premier au 64e tome, on s'ennuie jamais une seule fois. Le rythme est effréné. C'est un shonen / seinen qui va nous conter l'histoire de Shin, qui rêve de devenir le meilleur général sous les cieux, le plus grand général sous les cieux. Et on va suivre son aventure justement dans cette Chine pas encore unifiée, donc qui est séparée en plusieurs États, plusieurs régions. Et ça va être beaucoup de guerre en fait entre ces régions, et donc l'État de Qin dont appartient Chine. Et on va suivre le développement de ce personnage qui est absolument incroyable, avec d'autres personnages comme celui-ci, hein, Uki, qui est un général qu'on aperçoit dès les premiers tomes du manga, et qui a un charisme de fou. Je vous en dis pas plus sur Kingdom, je vous laisse découvrir cette merveilleuse série. Et pour moi, Kingdom, ça vaut un 20 sur 20. Ça va être le seul 20 sur 20 de cette mangatech, mais voilà, c'est mon manga préféré, donc il est normal que je lui donne 20 sur 20. Même si 20 sur 20 ne veut pas dire qu'il est parfait, hein, il y a forcément des petits défauts. Ça peut paraître des fois un tout petit peu répétitif pour certaines personnes, même si j'ai du mal à voir de quelle manière il est répétitif. Mais en tout cas, moi je me suis jamais ennuyé, et j'ai rarement entendu des gens dire du mal de Kingdom. C'est vraiment un manga exceptionnel. Ensuite, Dragon Ball dans son édition pastel. Je vais pas vous faire l'affront d'expliquer ce que c'est Dragon Ball. En tout cas, moi cette édition, je l'aime beaucoup. C'est une édition, l'édition de mon enfance, et donc j'ai décidé de la garder plutôt que d'opter pour la Perfect, que je trouve très belle aussi, hein. Mais voilà, avec quelques petites figurines de Sangoku, Vegeta, Sangohan et Shenron. Et donc Dragon Ball, je lui donne un très bon 18 sur 20. Naruto en 72 tomes, plus le tome de Naruto Gaiden. Donc Naruto, ça va nous parler de lui, Naruto,
qui veut devenir le Hokage du village, donc le chef du village de Konoha. Et vu que vous voyez qu'à 72 tomes, c'est qu'il va y avoir quelques péripéties avant d'y arriver. Naruto, c'est pareil, l'un des mangas de mon adolescence. Autant Dragon Ball, c'est l'un de mes mangas de mon enfance. Et Naruto, c'est plutôt l'adolescence avec One Piece, Full Metal, etc., Death Note. Voilà, Naruto, c'est vraiment un super manga, un manga qui inculque de belles valeurs aussi, de belles valeurs d'amitié, de belles valeurs de respect, et j'aime beaucoup l'ambiance très japonisante de Naruto, c'est ce qui me plaît beaucoup, autant dans l'anime avec de très belles musiques que dans le manga. D'ailleurs, je pense que cette année, je vais peut-être me les relire. Il me semble que je me suis jamais tout lu en manga. J'ai tout vu en animé plusieurs fois, mais en manga, il me semble pas que j'ai tout lu. Je sais que c'est un manga où il y a pas mal de textes, mais franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment un excellent manga. Et je vais lui donner un 17 sur 20. Je continue avec Tokyo Revengers, actuellement en 22 tomes, ça sera en 31 tomes en tout, puisque la série est finie au Japon. Tokyo Revengers, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de Takemichi, qui n'est pas là d'ailleurs dans les petites figurines. C'est une histoire aussi de voyage dans le temps, c'est-à-dire que Takemichi va vouloir sauver sa petite amie de son adolescence. Il va être projeté dans le temps en étant poussé sur les voies du métro. Donc, au lieu de mourir, en fait, il va retourner dans son adolescence et dans ces périodes un petit peu racailles de ce genre un petit peu furieux qu'on appelle donc au Japon. Et on va suivre ses aventures justement dans ses rencontres avec certains personnages dont Mikey, Draken, etc. Et dans le Toman qui est le gang que va intégrer Takemichi pour essayer de changer le futur. Tokyo Revengers, c'est très bien, en tout cas jusqu'au tome 21-22 à peu près, jusqu'au dernier tome là. Je trouve que malheureusement ça aurait dû s'arrêter à une vingtaine de tomes et ça va se prolonger un peu trop. Et c'est un petit peu dommage et c'est pour ça que je l'aurais peut-être noté un peu plus, mais je vais mettre un 16 sur 20. Alors que j'adore vraiment ce manga, j'adore l'anime, mais j'ai peur que ce soit les 10 tomes de trop, malheureusement. Une petite série actuellement en cours, Les Enfants d'Hippocrate chez Mangetsu. C'est par l'auteur du Bateau de Thésée. Et Les Enfants d'Hippocrate, ça va nous parler de Mako, qui est un jeune pédiatre qui va se faire contacter par son père, avec qui il n'a plus de contact depuis longtemps, pour rejoindre sa clinique et s'occuper de certains enfants malades. Et on va découvrir en fait petit à petit ce personnage justement de Mako et d'autres personnages également. Et je trouve ce manga tellement bienveillant, tellement facile à lire, tellement voilà, j'adore ce genre de manga. C'est une belle tranche de vie, c'est des belles valeurs, c'est des beaux messages qui sont transmis, et je suis très très content de l'avoir acheté après avoir acheté le Bateau de Thésée, puisque j'avais beaucoup aimé le travail de l'auteur, et je vous le conseille vraiment en tout cas. Je vais le noter également 16 sur 20, Les Enfants d'Hippocrate, et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Par ici on a Hunter x Hunter, Hunter. Je le disais dans ma précédente vidéo Mangatech, la version courte, c'est la seule série que j'ai pas encore complétée. Ça devrait bientôt être complété, je pense en février je vais m'acheter le reste. Puisque tout le reste de mes séries dans ma Mangatech sont complétées. Mais Hunter x Hunter, je le lis un petit peu au fil de l'eau, puisque c'est un manga qui est quand même assez long à lire. Il y a quand même beaucoup de textes, ça me plaît beaucoup. Je m'y suis mis un petit peu sur le tard, j'avais vu je pense une soixantaine d'épisodes de l'animé. Et puis je me suis dit, moi je préfère quand même parfois lire les mangas. Et dans ce cas-là, je me suis dit, je vais m'acheter le manga et m'acheter quelques tomes par-ci par-là. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs mois. Je crois qu'actuellement dans ma lecture, j'en suis au tome 15 ou 16. Et c'est un très bon manga, franchement, un très bon shonen. Je le trouve assez poussé dans sa réflexion sur
ce qui est par exemple dans One Piece le Haki ou ce qui est dans Naruto le chakra. Ici c'est le Nen, et je trouve que c'est le shonen où c'est le mieux expliqué, le mieux développé en tout cas, et ça c'est un point fort de Hunter x Hunter. Pareil, ces personnages, je trouve que c'est un point fort. Moi j'aime beaucoup le personnage principal, Gon, donc j'aime beaucoup aussi l'antagoniste, entre guillemets, Hisoka. Et voilà, c'est un très bon manga en tout cas, que pour l'instant, dans ma lecture, je ne vais noter que 15 sur 20, puisque je ne suis qu'à la moitié, il s'est pas encore passé, je pense, le plus gros de l'arc, notamment avec ce méchant-là, que je n'ai pas encore vu et que j'ai hâte de voir, parce que j'entends tout le monde en parler. Mais voilà, Hunter x Hunter, un très bon manga. Juste à côté, on a le coffret intégral qui est sorti en 2022 de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un manga que j'avais déjà vu en animé, mais l'animé n'est pas tout à fait pareil que le manga. Donc j'avais envie de le découvrir aussi en manga, et quand j'ai vu que le coffret sortait, je me suis dit bon ben je vais attendre que le coffret sorte et je me l'achète. Tokyo Ghoul, déjà c'est un manga qui est très bien dessiné, je trouve. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup l'ambiance de Tokyo Ghoul, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Au final, même si c'est des ghouls, c'est un sujet qui revient assez fréquemment dans le manga, je trouve ça quand même assez original comme histoire, puisque c'est le premier manga de ghouls et le seul manga de ghouls que j'ai lu, en tout cas. J'aime beaucoup les personnages aussi, j'aime beaucoup le personnage de Ken Kaneki, même si il est un petit peu torturé. Et en tout cas, c'est un manga que je recommande. Alors, je le classerai plus en seinen qu'en shonen, en tout cas en format papier, parce que je le trouve assez gore, assez violent par moment. Donc, c'est pas non plus adapté à tous les publics. Mais en tout cas, Tokyo Ghoul, je le noterai 15 sur 20 également. On a enlevé les Hunter x Hunter et les Tokyo Ghoul pour découvrir ces magnifiques dos de couverture de Mashle. Mashle, c'est un manga qui est un mix entre One Punch Man et Harry Potter. C'est très très drôle au début, ça l'est un petit peu moins depuis le tome 8-9. C'est un petit peu redondant au bout d'un moment. J'espère que la série ne va pas trop s'étendre non plus. C'était un bon concept à la base, vraiment, ça me décrochait des petits rectus. Je suis pas forcément un bon public des gags manga, mais celui-ci m'avait pas mal séduit. Bon, je ferai pas énormément de commentaires sur ce massacre au niveau des couvertures. Mais à part ça, voilà, c'est quand même un manga qui se laisse bien lire, mais je lui mettrai pas plus que 13 sur 20 pour la tournure qu'il prend en tout cas. J'espère que ça va pas trop durer. Il me semble qu'il y a quand même une date de fin qui a été décidée au Japon, donc ça devrait pas s'étendre au-delà d'un tome 20. Ensuite on a Dan Dadan aussi chez Crunchyroll. Alors ça fait beaucoup de bruit en 2022. Je pense que à la fois ça lui a apporté des lecteurs, mais à la fois ça lui a apporté des préjudices, puisque l'attente était énorme de la part des lecteurs, et certains ont été déçus. Pour moi, j'ai été ni impressionné ni déçu. C'est un bon shonen qui se lit bien. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup les dessins qui sont très beaux. J'en suis actuellement donc au tome 3 de ce qui est sorti en France. Et j'attends de voir la suite pour voir comment ça va se prolonger. Je suis pas sûr de continuer forcément la série selon comment elle évolue dans les prochains tomes, mais pour l'instant c'est une série qui me plaît bien. Je vais lui mettre aussi un petit 13 sur 20 comme Mashle. Une autre série de Kazé/Crunchyroll qui a subi la catastrophe de la tranche de couverture. Kaiju No. 8, alors là je suis beaucoup plus séduit pour le coup. Kaiju No. 8, j'avais aussi été une victime du marketing qui était faite dans certaines librairies, dans certaines Fnac, Cultura, avec beaucoup de mise en avant. Et j'ai décidé de l'acheter, et j'ai pas regretté. Franchement, je suis au tome 7, et je passe un super moment à chaque tome. Je l'appelle un petit peu mon manga bonbon, c'est-à-dire que je me prends pas la tête, je pose un peu mon cerveau. C'est un shonen très classique, mais avec un peu d'originalité, avec ce personnage qui est plus âgé que les héros de shonen qu'on a l'habitude de voir. Et c'est très plaisant. Et Kaiju No. 8, pour cette raison, je lui mettrai un bon 14 sur 20. Du même auteur, donc de Naoya Matsumoto, Pochi Kuro, qui est en 4 tomes. J'avais découvert Kaiju No. 8 et j'avais vu qu'il avait fait un autre manga, donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Et franchement, une super découverte. Pochi Kuro, c'est vraiment un très très bon manga que je noterai 15 sur 20, pardon. Donc un peu mieux même que Kaiju. À voir comment se prolonge Kaiju, hein, ça se trouve je lui mettrai une meilleure note après.
mais en tout cas Pochinkuro pour le format, pour le fait qu'il soit terminé aussi assez vite et assez efficacement. J'ai beaucoup aimé son thème, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Pochinkuro. On va être dans un monde où les démons mangent les humains, donc assez classique, et un jour un démon va pêcher une petite humaine, et au lieu de la manger, il va se prendre de tendresse pour elle, et il va essayer de la faire échapper justement à l'appétit de ses confrères. Et on va suivre cette aventure très sympa. Franchement, on prend du plaisir à cette lecture. Et je vous recommande Pochinkuro, surtout si vous avez aimé Kaiju No. 8. C'est un très très bon manga. En 5 tomes actuellement, Ranking of Kings de Sosuke Toka. Donc c'est en cours. Et Ranking of Kings, ça va nous raconter l'histoire de ce personnage, Boji, qui est né très faible, c'est-à-dire qu'il est tout petit. Il est pas fort du tout, il ne sait même pas parler, et en fait il va se rendre compte que c'est une malédiction qui lui a été lancée, mais il va quand même vouloir devenir roi, et on va suivre son aventure, son développement. C'est un manga très intéressant, très original, avec des dessins particuliers, mais que j'aime beaucoup. J'apprécie le développement de ce manga, sans en faire des folies non plus. Je pense que je le noterai 14 sur 20, mais j'ai hâte de voir comment va se développer ce manga et comment va se développer ce personnage de Boji. Darwin's Incident, c'est l'une de mes découvertes de 2022 grâce à Authentic qui en a bien fait la pub et qui m'a donné envie de l'acheter puisque j'étais passé plusieurs fois à côté en librairie et j'avais pas forcément eu envie de l'acheter eu égard à la couverture qui ne m'attirait pas trop. Et au final, quand je m'y suis intéressé, j'ai de suite aimé cette histoire en fait d'un Humanzi qui s'appelle Charlie. Qui est l'objet en fait d'une expérience d'une fécondation du coup entre un humain et un chimpanzé, et on va suivre justement les aventures de Charlie et dans cette société qui est ravagée par des terroristes véganes. C'est original pour le coup le pitch de l'histoire. Et Charlie du coup en fait a les capacités au maximum, que ce soit les capacités d'un chimpanzé du coup et les capacités d'un humain. C'est-à-dire qu'il est très très intelligent et en même temps il est très très agile, très très fort, etc. Donc vraiment très intéressant comme personnage, et le manga est très intéressant aussi, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, en espérant que ça garde cette bonne ligne directrice que ça a actuellement sur les 3 premiers tomes. Darwin's Incident, pour l'instant je le note 15 sur 20, ça peut bien sûr augmenter si ça continue comme ça. Terrarium en 4 tomes, c'est terminé, et ça va nous parler de Shiko, une jeune exploratrice qui va partir en quête d'explorer le monde, un monde post-apocalyptique qui a été ravagé et qui compte assez peu d'humains, surtout des robots, et elle va aller à la recherche de sa mère, il me semble, dans ce monde-là. Et en fait, Terrarium, je pensais que c'était au vu de la couverture, je pensais que c'était un manga assez contemplatif et j'avais envie de m'essayer à ce genre-là. Et au final, c'est un manga qui comporte pas mal de textes, donc j'étais assez, on va pas dire déçu, mais assez surpris à la lecture. Par contre, les dessins sont magnifiques, mais ça met quand même pas mal de temps à lire ces 4 tomes. C'est au final un manga que j'ai acheté il y a un petit bout de temps, mais que je ne sais pas si je vais garder cette année dans ma mangathèque. Pour l'instant c'est en sursis, faudrait peut-être que je le relise pour me refaire un avis, mais en tout cas ça m'avait quand même plu au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, et je vais quand même lui donner un petit 13 sur 20. On continue avec Manchuria Opium Squad. Alors il n'y a pas longtemps dans un avis lecture, dans un bilan lecture, j'avais dit que j'étais un petit peu déçu de la tournure que prenait le manga, et parfois on change d'avis. En fait, je me suis dit que la série me plaisait beaucoup au début, et que petit à petit, ça baissait en rythme. Donc, parfois, il faut relire tout le manga pour savoir l'apprécier, et c'est ce que j'ai fait récemment. Donc, j'ai tout relu Manchuria Opium Squad, et bien en fait, j'apprécie toujours autant le manga. Alors, certes, il y a une toute petite baisse de rythme dans les 2 derniers tomes, mais franchement, c'est un très bon manga que j'apprécie toujours autant. Qui va nous parler donc d'un jeune homme qui va un petit peu à la manière de Breaking Bad se lancer dans le commerce d'opium dans Mandchourie, qui est une région de la Chine, et qui va se retrouver bien sûr confronté à plus puissant et plus hargneux que lui,
il va faire la connaissance de la fille d'un des gangs de Mandchourie qui s'appelle Liua, et il va s'allier avec elle justement pour pouvoir vendre cet opium, pour pouvoir étendre ce marché et subvenir aux besoins de sa famille. C'est un manga très bien dessiné, c'est une histoire très prenante, et si vous aussi vous avez l'impression que le manga baisse en rythme dans les derniers tomes, je vous conseille de tout relire depuis le début. Parfois ça fait du bien et ça permet de se refaire un avis sur un manga. En général, les fois où je l'ai fait, ça m'a plutôt confirmé mon impression et ça m'a fait revendre certains mangas. Mais là, dans le cadre de Manchuria Point Squad, ça me donne envie de continuer. Voilà, donc un très bon manga que je vais noter 15 sur 20. Ici, on a les 37 tomes de Vagabond. Donc les plus observatrices et observateurs d'entre vous remarqueront qu'il manque le 13 et le 14. C'est parce que je suis en train de les lire actuellement. Je suis au tome 14 et je me régale. Vraiment, je me régale. C'est déjà l'un des mangas les mieux dessinés que j'ai jamais lu. C'est une histoire totalement prenante. On lit des tomes à une vitesse folle parce que on a forcément envie de savoir la suite. Le personnage principal est ultra badass. Voilà, c'est une atmosphère vraiment particulière que j'ai jamais vue dans aucun autre manga. C'est mon premier manga de samouraï, donc c'est peut-être pour ça. Mais je pense que même par rapport à d'autres mangas de samouraï, Vagabond a une vibe, une atmosphère vraiment particulière. Et c'est un indispensable, tout simplement. Voilà, j'ai hâte de tout me manger, de tout me dévorer jusqu'au tome 37. Et j'espère que la série continuera un jour, puisque elle n'est pas terminée au tome 37, c'est toujours en cours, mais aucun tome n'est sorti depuis des années. Takehiko Inoue, l'auteur a dit il n'y a pas longtemps, enfin ça a été mal traduit peut-être, mais qu'il voulait continuer le manga. Après quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, Vagabond pour l'instant, de là où j'en suis, ça vaut un 17, mais je pense que quand j'aurai fini la série, ça vaudra au moins un 18. Fire Punch, ça va être l'histoire d'un jeune homme qui a des pouvoirs surnaturels, donc on va être dans une nouvelle ère glaciaire dans le contexte, où certains élus ont certains pouvoirs, et notamment notre héros et sa sœur qui ont le pouvoir de régénération. Donc en fait, dès qu'il se coupe un membre, le membre repousse. Donc grâce à ça, ils peuvent contrer un petit peu la famine qui a lieu dans leur village en se donnant eux-mêmes à manger aux habitants. Et un jour, quelqu'un va intervenir, du gouvernement me semble-t-il, qui lui a le pouvoir du feu perpétuel. Et donc il va brûler le village, et notre héros va se faire brûler, sauf qu'il a le pouvoir de la régénération. Donc en fait il va être constamment en feu, et ça va lui causer des souffrances atroces. Et on va suivre donc son aventure de héros torturés qui brûlent perpétuellement. C'est un manga très très bon, que j'ai personnellement légèrement préféré avec Chainsaw Man. Donc Fire Punch, je vais lui mettre un bon 16,5 sur 20. Chainsaw Man, c'est l'histoire de Denji et de son petit chien démon Pochita, qui est obligé de faire des jobs de Devil Hunter, donc de combattre des démons pour se faire un petit peu d'argent et pouvoir manger un bout de pain. Un jour, il va se faire lui-même tuer et fusionner avec ce petit chien Pochita et va devenir donc Chainsaw Man, puisque Pochita lui est un chien démon tronçonneuse. Et donc il va devenir le démon tronçonneuse, donc Chainsaw Man. Et on va suivre son aventure tout au long de ces 11 tomes. Il faut savoir que Chainsaw Man n'est pas fini, puisque la première partie est terminée en 11 tomes, mais continue actuellement au Japon, et il me semble que le 12e tome sort en mars ou en avril chez nous. Donc vraiment hâte de savoir la suite. L'animé est également très très bon, avec un super opening notamment. J'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait dans cet animé, et en tout cas Chainsaw Man, c'est un super manga qui vaut 16 sur 20. On va continuer avec les one-shots faits par Tatsuki Fujimoto. Donc tout d'abord Look Back qui est un petit one-shot qui va nous offrir en fait la perspective de deux jeunes étudiantes totalement opposées. L'une est assez sûre de son talent et l'autre est assez timide, très renfermée. Et en fait ça va être une petite compétition pour qui va faire apparaître son manga en fait dans le sorte de journal de l'école. J'ai trouvé la réflexion très très intéressante, j'ai beaucoup aimé Look Back. Quant à 17-21 et 22-26, j'ai vraiment aimé aussi
découvrir quelles œuvres a fait Tatsuki Fujimoto avant de se lancer dans Fire Punch et Chainsaw Man. Très très intéressant. Donc 17-21, ça correspond aux œuvres qu'il a fait entre 17 ans et 21 ans, et 22-26, entre 22 ans et 26 ans. Quant à Adieu Eri, c'est son one-shot qui est sorti très récemment, qui nous parle d'un jeune homme qui va filmer sa mère à la demande de sa mère, jusqu'à sa mort. En fait, sa mère est malade, il va la filmer jusqu'à sa mort et faire un film dessus. Et à cause de ce film, il se retrouve complètement raillé par ses collègues, par ses camarades de classe. Et donc on va suivre en fait cet effet un petit peu pervers en fait, du smartphone, de la persécution aussi à l'école. C'est beaucoup de thèmes qui sont abordés et c'est, je pense, des 4 one-shots le plus intéressant qui m'a été donné de lire de Tatsuki Fujimoto. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en termes de notes, 17-21 et 22-26, je leur donnerai un 14 sur 20. Look Back, je donnerai un 15 sur 20 et Adieu Eri, un 16 sur 20. Spikes Family avec des collectors dans tous les sens, j'ai arrêté de les collectionner depuis le top 10 parce que ça commençait à être un petit peu trop. Spikes Family, c'est une série que j'ai adorée au début. Franchement, c'était une petite bouffée d'air frais et j'ai adoré les personnages de Anya, Lloyd et Yor, et même Bond, le chien. Et petit à petit, je trouve que ça s'enfonce un petit peu dans la facilité, même si c'est ce qu'on cherche un petit peu en lisant Spikes Family, des gags, etc. J'attends un petit peu plus moins de recyclage en fait des gags et plus de nouvelles choses. Une petite avancée aussi de l'histoire, puisqu'on nous promet quand même une petite ligne directrice avec Anya qui doit obtenir des stars à l'école pour pouvoir accomplir l'objectif de son père adoptif, donc de Lloyd Forger. Et ça avance pas, en fait. Là, jusqu'au tome 10 où j'en suis, ça n'avance pas. Et c'est un petit peu dommage. Donc ça fait partie de mes séries un petit peu en danger en 2023, c'est-à-dire que on verra comment ça sera au prochain tome, mais je n'exclus pas le fait de la revendre cette année si ça continue à ne pas trop me plaire comme ça sur les prochains tomes qui sortent. Donc Spikes Family, à cause de ça, je vais pas le mettre 13 sur 20 parce que j'ai beaucoup aimé au début, je mettrais plus un 14 sur 20. On va dire que c'est parti d'un bon 16 sur 20 et ça a chuté sur un 12 sur 20 sur les derniers tomes, donc la moyenne ça fait un 14 sur 20. On commence l'étage des grands formats avec Souvenirs des Manons, Errance des Manons, Mirage des Manons et Rêverie des Manons. Ça va nous parler du personnage des Manons. Qui est un personnage qui a l'apparence d'une jeune femme, mais en fait qui a les souvenirs de plusieurs millénaires, et c'est très très intéressant. Franchement, c'est un manga que j'ai adoré, qui m'avait été recommandé par le monde de Tada dans une vidéo qu'on avait fait tous les deux sur cette chaîne, et j'avais adoré, et c'est pour ça que j'ai acheté directement la suite. C'est des dessins d'une beauté sans pareil, une histoire vraiment très très originale et très intéressante. J'ai vraiment adoré le développement de ce personnage des Manons. Les dessins de l'auteur de Kenji Tsuruta sont incroyables. Vraiment, si vous voulez découvrir des petits one-shots et des dessins magnifiques, une édition aussi magnifique, je vous conseille vivement Souvenirs des Manons. Et le reste aussi qui sont de très bons one-shot aussi. Donc Souvenirs des Manons, je vais le noter entre 17 et 18 sur 20, je mettrai même un 18 sur 20. En parlant de très belle édition, on continue avec Magica, des éditions Meian. Alors c'est vraiment à part, je sais même pas si je peux le considérer comme un manga. On va dire que c'est plus un conte pour adultes, Magica, avec des dessins très atypiques mais très beaux. Tout est en couleur, donc vraiment c'est l'une des plus belles éditions qui m'a été donnée de voir. C'est de l'excellent boulot en tout cas, ça va nous parler de contes, donc vraiment de contes comme si on lisait un livre de contes pour enfants, sauf que c'est pas du tout pour enfants, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, et c'est pas du tout à lire pour les enfants du coup, mais plus pour les adultes, et pour ceux comme moi qui ont été bercés par certains contes lors de leur enfance. Je trouve ça très cool d'avoir des contes pour adultes. Et Magica fait très bien le taf, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Alors j'ai préféré les histoires dans le tome 1,
aux histoires dans le tome 2. Par contre, j'ai préféré la charte graphique du tome 2 au tome 1. Je trouve ça encore plus époustouflant dans le tome 2. Et je vous conseille vraiment de découvrir Magica, c'est une expérience hors du commun. Donc Magica, je le noterai un bon 16 sur 20 pour les 2 tomes. Juste à côté, Les Enfants de la Mer. Alors pour l'instant, j'ai qu'un seul tome. Il me semble qu'il y aura 3 tomes dans cette édition. C'est une réédition qui est d'un manga qui est assez vieux, qui va nous parler tout simplement d'enfants qui sont dans la mer. Plus précisément, c'est 2 enfants qui ont été élevés par des dugongs, donc des créatures marines, et qui sont du coup très à l'aise dans l'eau. Et on va suivre leurs aventures aquatiques justement, avec d'autres enfants qui n'ont pas été élevés par des dugongs, mais qui sympathisent avec eux. On va voir un petit peu leur développement dans cette histoire. Pour l'instant, le tome 1, on ne peut pas trop juger. J'ai adoré l'édition, j'ai adoré les dessins. Et franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. J'ai vraiment hâte de lire le manga dans son intégralité, parce que je pense que ça risque d'être un manga qui va rester dans les annales, en tout cas de mon côté. Pour l'instant, du tome 1, je ne peux pas trop juger. On va dire que je vais mettre un 15 sur 20 pour l'instant. Mais je pense que la note montera si ça continue sur cette lancée en tout cas. Les Enfants Loups Ameyuki, donc c'est en 3 tomes avec un roman que je n'ai pas lu. Mais j'ai lu les 3 tomes et j'ai surtout vu le film d'animation. C'est ce qui m'a fait acheter ce coffret intégral qui est assez rare aujourd'hui. Donc ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de 2 enfants, donc Ame et Yuki. Ame qui veut dire pluie et Yuki qui veut dire neige, qui sont les enfants d'une humaine et d'un genre de loup-garou. Et donc eux, ils sont à moitié humains et à moitié loups. Et on va voir en fait leur évolution dans la société, sachant que l'un des enfants est plus à l'aise dans son corps de loup et l'un des enfants est plus à l'aise dans son corps d'humain. Donc on va voir un petit peu cette dualité qui fait que comment des enfants loups se développent dans la société, comment leur mère va réussir à les élever dans une société où le racisme envers ces enfants loups est forcément très présent. C'est super touchant comme histoire, c'est super émouvant, c'est plein d'humanité à la fois, et c'est plein de cruauté aussi du genre humain, et franchement je vous le conseille énormément. Moi c'est un film d'animation qui m'avait énormément touché, et le manga a été redessiné ensuite par YU, qui a très très bien fait le travail. Je trouve que cette version papier apporte encore quelque chose de supplémentaire au film d'animation, et j'aime beaucoup l'édition aussi qui a fait caser sur ce manga là, donc je vous le conseille énormément. Les Enfants Loups Ameyuki, pour moi ça vaut un bon 17 sur 20. À côté, on a ma seule édition étrangère de Mangatech. C'est une édition italienne de Gon. Je l'ai présentée dans plusieurs vidéos auparavant. En fait, Gon, c'est un manga sur un dinosaure où il n'y a aucun texte. Donc ça existe en version française, c'est en 7 tomes, que ce soit chez Casterman, où c'est en arrêt de commercialisation il me semble, ou chez Pika, où le manga est assez difficile à trouver aussi. En fait, un éditeur italien a fait ce coffret en 3 tomes perfect, un peu une perfect édition, et on peut retrouver donc ce manga, et ça ne me gêne pas du tout que ce soit en édition italienne, puisqu'il n'y aura que les titres qui seront en italien, donc, et le sommaire au tout début, et tout le reste il n'y a pas de texte, donc on n'a pas forcément besoin que ce soit en français ou dans une autre langue, donc c'est très bien en italien, et franchement c'est un super manga, avec des dessins, une qualité de dessin que j'ai rarement vue. Cette qualité de dessin d'animaux, c'est incroyable. En fait, on va suivre chapitre après chapitre les aventures de ce petit dinosaure qu'est Gon, avec un caractère bien trempé, et il va se fondre chez plusieurs familles d'animaux. C'est pas forcément des chapitres qui suivent, même s'il y a des petits éléments qu'on retrouve chapitre après chapitre, mais ce qui fait la beauté de Gon, c'est surtout ses dessins, et le fait qu'il arrive quand même à nous procurer des émotions sans texte. Vraiment, je vous conseille Gon si vous l'avez jamais lu, c'est une expérience à part aussi. Franchement, c'est un super manga, je lui mettrai un bon 15 sur 20.
Ici on a la musique de Marie en 2 tomes de Usamaru Furuya. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. La musique de Marie, ça va nous parler d'un jeune homme et d'une jeune fille qui sont dans un monde où en fait il y a une sorte d'entité, une sorte de déesse qui est dans le ciel et qui s'appelle Marie. Et le jeune homme va entendre en fait tout le temps la musique de Marie et va être obsédé un petit peu par cette musique, là où la jeune fille, elle, est complètement amoureuse de ce jeune homme et va le perdre petit à petit en fait, parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'il soit avec elle, et sauf que lui, tout ce qu'il veut, c'est être avec Marie, sauf que Marie est une entité divine, donc on va voir un peu le développement de ces personnages et comment ça va avancer dans ces 2 tomes. Je trouve les dessins magnifiques. Je trouve l'histoire magnifique et vraiment je vous le conseille. C'est pas facile à trouver. Moi je les ai trouvés d'occasion d'ailleurs. Ça je suis pas très content. Je l'ai reçu d'occasion via Momox et ben, il était très abîmé. Et ça j'aime pas trop. Moi qui suis assez maniaque avec mes mangas, j'étais pas très content. Mais voilà, si vous arrivez à trouver des petites offres d'occasion, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin ou parfois sur Amazon, ben, n'hésitez pas, parce que c'est un super manga et je vous le recommande chaudement. Moi je le noterai un bon 16/20, la musique de Marie. On continue avec des one-shots de Jiro Taniguchi. Alors c'est des one-shots que j'ai découverts il y a très longtemps, quand j'étais adolescent. En fait, mes parents voyaient que j'aimais bien les mangas et que je lisais surtout des shonen, donc One Piece, Naruto, Bleach, etc. Ils ont voulu que je lise un petit peu des mangas un peu plus adultes, un peu moins shonenesque, c'est pour ça que ma mère m'a acheté Quartier Lointain à l'époque, et j'ai adoré la lecture. Donc elle m'a acheté aussi une anthologie et un ciel radieux, donc ça fait je pense une 15aine d'années que je les ai, et j'avais adoré, vraiment j'avais adoré, que ce soit Quartier Lointain qui est une œuvre culte du manga aujourd'hui, mais aussi un ciel radieux dont on entend moins parler que Quartier Lointain et qui je trouve part sur les mêmes bases que Quartier Lointain. Je dirais que je l'aime un tout petit peu moins que Quartier Lointain, puisque Quartier Lointain je l'adore, mais Un ciel radieux c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, que je me suis refait il n'y a pas très longtemps, et c'est génial. En fait ça va nous parler de 2 personnages, donc un jeune homme et un homme d'une 40aine d'années qui vont avoir un accident. Donc l'un est à moto, le jeune homme est à moto et l'autre est en voiture, il me semble. Et en fait on va suivre ces personnages qui donc l'un est dans le coma, enfin les deux donc sont blessés. L'un est dans le coma et donc le plus vieux est dans le coma, et le jeune homme lui n'a rien eu suite à cet accident. Enfin, en tout cas je vous invite vraiment à découvrir ces histoires, que ce soit Quartier Lointain, Ciel radieux ou une anthologie si vous aimez les animaux. C'est 3 histoires vraiment exceptionnelles. Donc Quartier Lointain, je vais lui mettre un 17/20. Ciel radieux, je vais lui mettre un 16, et une anthologie un 15/20. Petit espace webtoon avec Bâtard en 5 tomes. Ça va nous parler d'une histoire assez sombre d'un fils de serial killer en fait, qui va être complice de tous ces meurtres. Et il va vouloir un peu s'échapper de cette situation, sauf que son père est un psychopathe fini. Et on va voir comment il va essayer de se sortir un petit peu de cette situation au fil des 5 tomes. C'est super intéressant, c'est le premier webtoon que j'ai lu, donc ça m'a plutôt marqué. Et puis je vous le conseille, si vous voulez. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans le webtoon. Et les dessins sont vraiment bien, l'atmosphère est vraiment sombre, comme j'aime bien, donc je vous le conseille. Bâtard, je vais lui donner un bon 15/20. Solo Leveling, là on est sur un webtoon totalement différent, où on va plus être dans un genre de RPG, MMORPG, où on va suivre les aventures de Park Ji-sung, il me semble, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais ce héros qui est très très faible au début dans ce monde-là, et qui petit à petit va prendre un power-up, et on va voir comment sa force augmente au fil des tomes, et comment il va faire des donjons de plus en plus difficiles. Et les dessins sont absolument époustouflants, vraiment je pense que c'est un level, c'est le cas de le dire, c'est du gros level.
et j'aime beaucoup la tournure que prend l'histoire. On s'ennuie pas, même si c'est en 8 tomes et que c'est pas encore fini, on s'ennuie pas, et on se régale à chaque tome. Vraiment, Solo Leveling, c'est très très bon, et je vais aussi lui mettre 15 sur 20. Juste à côté, un thriller en 3 tomes, Adabana, qui va nous raconter une histoire qui semble toute faite dès le début, c'est-à-dire que on apprend qu'une jeune fille a tué sa meilleure amie. Elle se rend coupable du meurtre de sa meilleure amie, et en fait on va se rendre compte que c'est bien plus difficile que ça, il y a quelque chose de bien plus sombre que ça. Et du coup on va mener l'enquête avec les enquêteurs pour voir quelles sont les ficelles qui ont été tirées dans ces histoires, quels sont les vrais coupables, et c'est génial. Franchement c'est un manga que j'ai pris par hasard, vraiment, il traînait dans une librairie à côté de chez moi. Je l'ai pris parce qu'il était tout seul, je me suis dit bon bah je vais essayer. Et puis au final, au fil des tomes, je me suis vraiment régalé, c'était vraiment une claque. Donc je vais lui mettre un bon 16 sur 20, c'est à la limite du 17 sur 20 même. Allez, je vais mettre même 17 sur 20, parce que vraiment c'est un thriller qui m'a marqué et que je vous recommande vraiment chaudement. Moi qui aime beaucoup l'espace, Planète m'a bien convaincu, donc c'est par l'auteur de Vinland Saga, que je n'ai pas encore dans ma mangatech, mais ça ne saurait tarder. Cette année, c'est l'une de mes envies. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les 10 mangas que je compte acheter en 2023, ça vous donnerait un peu une idée de ce qui manque selon moi dans ma mangatech. Donc Vinland Saga en fait partie, et Planète n'en fait pas partie puisque c'est dans ma mangatech déjà. J'avais acheté le premier tome, et avec la couverture spéciale faite par Mathieu Bablé, j'avais d'ailleurs eu une dédicace de Mathieu Bablé. Et j'ai adoré, franchement, ça m'a donné envie de découvrir plus de mangas sur l'espace, notamment Space Brothers, et aussi Comet Girl que j'ai lu après, et j'ai trouvé ce manga tout simplement top quoi. Franchement ça va nous parler de l'espace, je vais pas vous rentrer dans les détails pour que vous ayez quand même un petit peu la surprise si jamais vous ne l'avez pas encore lu, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez découvrir un bon manga sur l'espace. Planète fait très très bien le taf, donc je lui mettrai un bon 15 sur 20 à Planète. Konkuru, juste à côté, c'est le Jump français, donc c'est pas un manga à proprement parler, mais c'est une succession de plein de premiers chapitres de manga. En fait, c'est des Français qui ont initié ça pour qu'on ait un Jump, nous aussi en France, et j'ai trouvé les initiatives très sympas, donc j'ai contribué au projet de lancement, et donc j'ai reçu le premier tome. D'ailleurs, il y a mon nom dedans, puisque je suis l'un des contributeurs de Konkuru, et j'ai commandé également le deuxième tome. Il y avait des chapitres plutôt sympas dedans, je vous conseille vraiment de découvrir si vous avez envie un petit peu de découvrir de nouveaux auteurs français. C'est très sympa. Je vais pas lui donner de notes parce que il y a différents niveaux de manga à l'intérieur, mais je vous le recommande. Et enfin, Les Amants Sacrifiés, donc c'est un manga qui est en 2 tomes, bon ça aurait dû être en un seul tome, c'est un petit peu dommage de nous faire entendre entre les deux. C'est aussi par Masasumi Kakizaki qui a notamment fait Rainbow, Serious, Great Blood et Hideout, et ça va nous raconter, en fait il me semble qu'à la base c'est un film qui a été adapté donc en un manga par Masasumi Kakizaki, et ça va nous raconter l'histoire d'un couple en fait pendant la guerre, et justement ce couple va se retrouver un petit peu chamboulé à cause du mari qui va partir en voyage d'affaires entre guillemets, et qui va revenir et ne plus être le même. Et on va suivre justement cette histoire de comment sa femme réagit, et c'était très bien, avec toujours des dessins aussi magnifiques. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2, je vais tout me relire du coup, parce que j'ai déjà oublié un petit peu ce qui se passait dans le tome 1, et c'est ça qui est un petit peu dommage, de ne pas l'avoir fait en un seul tome, surtout que vous le voyez, le tome est assez fin, donc ça aurait été largement possible de le faire en un seul tome. Et donc pour l'instant, Les Amants Sacrifiés, je lui mets un petit 14 sur 20, j'espère que ça pourra augmenter avec la suite, mais on verra ce que ça donne sur le tome 2. Et ici on a le coin Lézard Noir et IMHO, avec tout d'abord le monde de Setchan. Alors je vais pas vous faire forcément le détail de chaque one-shot, puisque là on a beaucoup de one-shots, mais sachez que le monde de Setchan, si vous voulez découvrir cet éditeur, le Lézard Noir, c'est moi celui par lequel j'ai commencé, et c'est une histoire très très touchante, très très dure, sur une fille qui sait plus trop où elle en est, et on va suivre un petit peu son destin. Très très bon manga auquel je donnerai 16 sur 20. Tokyo Kaido, très intéressant aussi, je vous invite à le découvrir. Moi je lui donnerai un petit 15 sur 20, c'est en 3 tomes.
Là on a l'intégrale des mangas de Keigo Shinzo, donc j'adore cet auteur, avec dans l'ordre l'auto-école du collège Moriyama, qui est un one-shot, enfin c'est-à-dire la plupart d'entre eux sont des one-shots. Celui que j'ai le moins aimé, peut-être de Keigo Shinzo, je lui donnerais un petit 14 sur 20. Summer of Lave, qui est sorti assez récemment, que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Là on commence vraiment à trouver la patte de Keigo Shinzo, et je pense que c'est à partir de là qu'il commence à faire limite un sans faute. Donc Summer of Lave pour moi ça vaut un beau 15 sur 20. Le jour du typhon c'est un recueil d'histoires courtes de Keigo Shinzo. Il y a des avis assez mitigés sur celui-ci, moi j'ai beaucoup aimé. Donc je lui mettrai également un 15 sur 20. Tokyo Alien Bros, c'est le premier Keigo Shinzo que j'ai lu, et c'est par celui-ci que j'ai été séduit. Je pense que c'est mon deuxième Keigo Shinzo préféré. On va suivre l'aventure de deux frères aliens qui arrivent sur Terre et qui vont devoir s'adapter aux us et coutumes des terriens, du coup. Il y en a un qui s'y adapte très bien, et il y en a un qui s'y adapte pas du tout. Et c'est très très sympa, c'est très déconcertant. Mais voilà, je pense que c'est le bon Keigo Shinzo par lequel commencer. Je vous le conseille vraiment. Et pour moi, Tokyo Alien Bros, ça vaut un bon 17 sur 20. Holiday Junction, qui est aussi un recueil d'histoires courtes, qui est très bien, qui est pour moi du même niveau que le jour du typhon, voire un tout petit peu mieux. Je vais lui mettre un bon 15,5. Et puis Mauvaise Herbe, qui est la meilleure œuvre, sans conteste, de Keigo Shinzo, qui est très très dur aussi, qui me fait un peu penser au monde de Snet-chan, hein, dans le thème abordé en tout cas, mais qui le fait encore d'une manière encore plus profonde, je trouve. Et j'ai adoré ce manga, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille vivement. Pour moi ça vaut un 18 sur 20, Mauvaise Herbe, c'est clairement son meilleur manga. Et ensuite on a 3 one-shots de chez IMHO. Donc on a Litchi Ikari Club, qui est un one-shot qui comporte d'ailleurs deux tomes de préquel que j'ai pas encore. C'est assez déconcertant comme lecture aussi, j'avais beaucoup aimé, c'était aussi le monde de Tada qui me l'avait recommandé. Ça va nous parler d'un club, alors c'est encore du Usamaru Furuya, donc l'auteur de la musique de Marie, et c'est vraiment assez déconcertant. Ouais, ça va nous parler donc d'un club, le Litchi Ikari Club, qui est fondé par un jeune homme, et on va suivre justement ce club et son développement. Je ne peux pas trop vous en parler plus parce que c'est un one shot, donc j'aime pas trop argumenter sur les one shots, mais je vous le conseille vraiment. Et puis 2 autres one shots, on a Promenade dans la ville de la boîte à biscuits. Alors là, si vous voulez être vraiment déconcerté et sortir de votre zone de confort, je pense que c'est le bon manga à prendre. On va suivre en fait des histoires d'une ville qui a été mise dans une boîte à biscuits, tout simplement. Et on va suivre donc les personnages qui sont mis dans cette boîte à biscuits, dans cette ville. Et vraiment, faut le lire en se disant qu'on va passer une expérience assez particulière. Moi j'avais beaucoup aimé. Et je le noterai, donc celui-ci, un bon 15 sur 20. Litchi Ikari Club, je lui mettrai 15 sur 20 aussi. Et Tohu Bohu, par contre, je suis passé complètement à côté. Je pense qu'il faut que je le relise cette année. J'ai pas trop compris, c'est plein d'histoires courtes. Mais à chaque fois, je comprenais pas trop la chute. Alors je sais pas si j'étais pas dans le bon environnement forcément quand je l'ai vu. S'il fallait que je sois un peu plus concentré, j'en sais rien. Mais du coup, pour l'instant, pour moi, ça vaut un 13 sur 20. Peut-être qu'après relecture, ça vaudra un peu plus, mais pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas trop compris ce qui se passait en lisant ce titre. Par ici, il y a des collectors et des artbooks, donc je vais pas forcément commenter. Les artbooks sont tous très beaux, franchement, avec, je pense, une petite préférence sur celui de Full Metal, qui est un peu plus épais que les autres, et qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a des œuvres de l'Atelier Sento que j'avais eu la chance de rencontrer à la librairie Tsundoku. Donc on a Rêve de Japon, des éditions Omake, qui est un livre sur leur voyage au Japon et ce qu'ils ont rencontré comme tradition et coutume avec leur très belle peinture à l'aquarelle. On a Onibi, qui est un one-shot sur aussi un petit peu les esprits au Japon. Et La Fête des Ombres, encore toujours dans le même thème, mais qui est vraiment excellent. Vraiment, je vous le conseille, c'est une BD / manga
qui a été faite par eux. Donc c'est un couple français et ils dessinent tous les deux en fait. Il y en a un des deux qui fait la structure du dessin, le dessin, et l'autre qui fait le remplissage du dessin, donc l'aquarelle. Et c'est incroyable, franchement c'est incroyable. La Fête des Ombres en 2 tomes, je vous le conseille vraiment vivement. Et pareil pour les 2 autres, j'ai peut-être un tout petit peu moins aimé Onibi, mais en tout cas de très belles œuvres. La Fête des Ombres, je lui mettrais un bon 17 sur 20. Onibi, je lui mettrais plus un 14 sur 20 et Rêve de Japon, un 15 sur 20. Ici, on a un Jump, le tome 41 de Berserk Collector et un livre sur l'histoire du Club Dorothée. Donc, je ne vais pas forcément les noter, je vais passer assez vite. Pareil sur le super livre de Dragon Ball, qui est très très bien, un bon guide sur l'histoire et sur le monde de Dragon Ball. Il y a la suite, il va y avoir encore 2-3 tomes sur l'animé, ça m'intéresse pas forcément donc je vais pas l'acheter. Ici on a Dororo, la seule œuvre du dieu du manga, Osamu Tezuka, que j'ai. J'avais d'abord vu l'animé qui a été refait en 2019 me semble-t-il, qui est incroyable, je vous conseille vraiment de regarder cet animé avec notamment un ending qui est absolument génial. Et j'ai lu aussi donc Dororo en manga. C'est pas du tout la même expérience, mais c'est vraiment une expérience quand même à avoir. Et je vous conseille quand même de lire du Tezuka. Pour ma part, j'ai lu que Dororo pour le moment, mais je vais en lire d'autres, même si c'est pas forcément mon kiff, on va dire, le old school comme ça. Mais c'est quand même super intéressant de voir les fondations du manga. Donc Dororo, je vais le noter 16 sur 20 pour le manga. Puisque ça c'est quand même assez déconcertant au niveau des dessins, mais l'animé pour moi il vaut un bon 18 sur 20. Et puis là on a 4 one-shots. On a tout d'abord Celui qui hantait les ténèbres, donc du goût Tanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Beaucoup aimé celui-ci. On voit bien l'univers sombre de Lovecraft, très très bien adapté par Goût Tanabe, donc ça vaut un 15 sur 20 pour moi. Jizo, qui est très très beau aussi, avec une très belle couverture, et j'ai beaucoup aimé Jizo, contrairement à Ningo que j'ai revendu. Jizo, ça vaut un bon 14,5-15. Le pays des cerisiers, qui est très très triste, mais qui est très beau au niveau des dessins, au niveau de l'histoire. Je vais aussi lui mettre 15 sur 20. Et My Broken Mariko, je sais qu'il est encensé par la critique, moi je suis un petit peu passé à côté. Je pense que pareil que Tohubohu, il faut peut-être que je le relise pour avoir un deuxième avis. Mais pour l'instant, dans l'état des choses, ça vaut 13 sur 20, allez 14 peut-être. Mais voilà, je suis un petit peu passé à côté. Et par ici, on a le coin Ghibli. Alors je ne vais pas forcément noter les adaptations en papier, parce que c'est juste des screens, des films, en gros, c'est vraiment pour la collection. Mais j'ai adoré tous ces films-là, avec une nette préférence pour Le Voyage de Chihiro, mais j'ai adoré Mononoke et Mon voisin Totoro aussi. Et voilà, avec des petits goodies Ghibli. Et c'est la fin de cette version longue de la Mangatech. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. S'il y en a encore qui sont restés jusque-là, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant ce que vous avez pensé de la vidéo, en me donnant aussi des conseils pour 2023, des mangas à commencer que j'ai pas dans mon Mangatech et que je devrais avoir. S'il y a des mangas qui sont ici et qui vous plaisent, ou vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, je peux vous répondre aussi. Je réponds de toute façon à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, je fais du contenu très souvent. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide la chaîne, ça aide le référencement, et ça m'aide moi, évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à regarder le petit lien Rakuten pour souscrire à Rakuten et gagner 10 € et m'offrir 10 € en même temps. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et donc tous les jeudis maintenant, vers 16h30, une vidéo sera postée sur la chaîne. Avant celle-ci le dimanche, je préfère le jeudi, et j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu mieux, donc tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci encore de m'avoir suivi, on se retrouve très vite, salut!